Vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi les Restos du Cœur? Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Jean-Michel Wagelsi. Oui. Compagnon de route de Coluche. Oui. Vous avez écrit il y a quelques mois un livre, Coluche, Roi de Cœur, Ouais. aux éditions Plomb. On a trouvé que ce livre avait été, comment dirais-je, un peu boycotté par les médias. Oui, il semblerait. Oui, moi j'ai eu la même impression que vous. Ce livre, effectivement, on n'en a pas tellement parlé à la télévision. Il y a eu quelques articles de presse quand même. Il y a eu aussi de la radio, mais effectivement, on peut dire qu'il y a le rapport entre le sujet qui a priori est un sujet, en tout cas l'homme dont je raconte, enfin non pas l'histoire, puisqu'en fait je raconte notre histoire, ce qu'on a vécu ensemble. Et c'est-à-dire Coluche, en général, effectivement, on a tendance à plus parler de lui que ce qu'on a parlé de mon livre. Ouais. Bon, mais encore, on ne sait pas pourquoi, hein, je veux dire. Nous avons 2 heures pour parler de ce livre. Un article paru dans le Nouvel Obs, Ouais. en date du 24 octobre 2002. La révolte d'un pote. Ils ont trahi Coluche. Jean-Michel Wagelsi, cofondateur des Restos du Cœur, a attendu 15 ans pour décrire dans un livre indigné et tonique le naufrage dans la charité business de leur aventure. Oui, ça c'est un article qui avait été écrit par Claude Askolovitch au moment où mon livre est sorti, un article dans le Nouvel Obs. Oui, je pense qu'on peut résumer mon bouquin comme ça, bien qu'il n'y ait pas que ça. Mais c'est vrai que je raconte aussi bien la manière dont on a créé les restos, la façon dont à la mort de Coluche, j'ai dû un petit peu les reprendre et les reconstruire, aussi bien que la campagne présidentielle de 80 que nous avons vécue ensemble. Enfin, si vous voulez, c'est un livre qui raconte 12 ans d'un parcours entre 2 individus qui ont fini par devenir amis, et qui ne l'étaient pas d'ailleurs totalement au départ. Alors Coluche, comique, bien entendu, capable de tous les excès, mais en même temps vrai fouteur de merde. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, fouteur de merde a une connotation positive. Positive. Hein, voilà. C'est-à-dire un homme qui cherchait à essayer d'apporter des solutions chaque fois qu'il voyait une possibilité de le faire. Et c'est vrai que pour apporter des solutions, notamment dans le domaine social, des fois, il faut foutre la merde. Quand il a l'idée de la création des Restos du Cœur, c'est sur Europe 1, il me semble. Oui. D'où il s'était fait virer quelque temps avant. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires entre. Oui, enfin, il s'était fait virer. Non, il s'est pas fait virer d'Europe 1. Il avait été viré de RMC en 1980, pardon. Europe 1, il avait arrêté en 79, si ma mémoire est bonne. Mais enfin, c'est vrai que Coluche et Europe 1, il y avait une histoire, quoi, hein, entre cette radio et cet homme. Alors il est là tous les jours, et puis un jour, si mes souvenirs sont bons, il y a un auditeur indigné qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» À ce moment-là, il a signé un contrat où il gagne plus de 500 000 francs, on va parler en anciens francs, plus de 500 000 balles par mois. Ah non, c'est pas des anciens francs, hein, ça. Ah, c'est des francs nouveaux. Oui. À cette époque-là, 500 000 francs. Oui. Mais si vous voulez, l'histoire des Restos du Cœur, elle est plus ancienne que ça, quoi. L'idée des Restos du Cœur, il l'a eu 1 an avant qu'on aille sur Europe 1 en 85, c'est-à-dire en 84. Il m'en a fait part un jour où il faisait très très froid, un jour où il devait payer des impôts, et il payait beaucoup d'impôts puisqu'il gagnait beaucoup d'argent. Et c'est là où il a eu l'idée de dire mais qu'est-ce que t'en penses si on faisait un truc dans lequel les gens qui ont faim et froid pourraient bouffer. Et puis on en a parlé, il avait déjà une idée assez précise, et puis il m'a dit renseigne-toi, voir si c'est possible. Je me suis renseigné et ce n'était pas possible à l'époque, puisqu'à l'époque il était dans le trou. Il était, enfin ce que lui appelait le trou, ça veut dire qu'il était pas, il n'était pas sur un média, il était dans une période un petit peu ce qu'on pourrait appeler une traversée du désert, même s'il faisait du cinéma. Donc c'est 1 an après que lui, il avait pas oublié l'idée et qui m'a dit un jour, bon bah voilà, on le fait. Voilà, il y a des statuts, tiens, t'as qu'à mettre ton nom. Et dire, il m'a même pas dit ce que c'était. Je lui dis, mais dis donc, c'est le truc de bouffe dont tu m'as parlé il y a 1 an. Il m'a dit, ouais, c'est ça. Et puis il a fallu tout construire. Vous étiez donc à l'origine avec lui de. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Idée. Oui. Là maintenant, sans déflorer le livre. Des regrets de voir que ça continue les Restos du Cœur? Ah non, on peut pas avoir de regrets que quelque chose qui est utile pour quand même des centaines de milliers de personnes en France continue. Non, surtout pas. Je veux dire, je suis ravi que ça existe tant qu'il y en a besoin. Bon, alors de là à dire que ce que sont les Restos du Cœur correspond à ce que nous avons fait, j'irai pas franchir ce pas. En revanche, voilà, ça continue. Alors cet article de Claude Askolovitch, ouais. Ils ont trahi Coluche, la révolte d'un pote.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Michel? Alors là, si vous prenez sur ce point-là, si vous voulez, alors là c'est un peu une longue histoire, mais alors là faut que je prenne mon souffle. Moi j'ai démissionné des restos, enfin j'en suis parti en juin 88 après avoir eu l'assurance du président de la République de l'époque, François Mitterrand, et du Premier ministre Michel Rocard, que la loi Coluche serait votée dans les 3 mois qui viennent. D'ailleurs la parole a été tenue. Moi j'en suis parti parce que les restos à ce moment-là m'ont mis, enfin les gens dans les instances des restos m'ont mis en minorité, parce qu'effectivement ils voulaient tourner le dos à un certain nombre des principes que Coluche avait posés. Alors ces principes, alors, quand il a créé Coluche, il y avait des principes. Enfin des principes, oui, des principes au de moins fonctionnement. Deux principes. Deux principes simples. Le premier, c'est de dépenser tout l'argent qu'on a pour donner à manger aux gens qui ont faim. Et le deuxième, c'est que toute personne qui considère qu'elle est dans une situation difficile peut venir faire la queue au Resto du Cœur, on lui demande rien. Bon, ça a été remis en cause, puisque après mon départ, ils ont instauré une carte, ils ont instauré des équipes qui étudiaient le revenu des gens qui venaient pour vérifier qu'il n'y avait pas de fraude. Et d'une part, et d'autre part, l'argent collecté chaque année était gardé sur un compte pour l'année suivante. Ce qui faisait qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient faim et qu'on ne pouvait pas nourrir. Bon, ça pour moi, c'était des principes qui étaient rédhibitoire, et j'ai pas pu rester pour cautionner ça. Même si, je le répète, je suis ravi que ça continue, même si c'est sur des principes philosophiques qui ne sont pas les miens. Je veux dire, c'est pas pour ça que je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Oui, d'accord. Voilà. Mais au départ, l'idée de Coluche, c'est ceux qui ont faim, vous venez, il y aura à bouffer. Bah oui, parce que vous savez, c'est simple, hein, quand vraiment on est dans la merde, passez-moi l'expression, et qu'on est prêt à faire la queue 4 heures dans la boue, dans un chapitre, devant un chapiteau l'hiver, c'est vraiment qu'on n'a pas de quoi. Parce que si on avait de quoi, on viendrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le meilleur contrôle, il est là, il est naturel. Voilà. Aucun contrôle n'était bien effectué à ce moment-là. Bien sûr que non. Il y avait le principe et qu'il n'y avait pas de contrôle. Et quand j'ai dirigé les restos après la mort de Coluche, donc pendant 2 ans après sa mort, je me suis battu pour toujours protéger ce truc qui me paraissait essentiel à l'esprit des restos. Quand j'ai vu que j'étais en minorité, que c'était menacé, effectivement, j'ai dû partir. Alors, en préambule du livre, il y a la copie, le facsimilé d'une lettre que Coluche vous a écrit, très drôle d'ailleurs. Ouais, elle est assez marrante, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec tout, surtout que je l'ai pas lu et que c'est un menteur. Ça commence fort. Ça commence très fort, oui. Ce livre est très intéressant pour ceux qui veulent le lire car il contient tout ce qu'il faut savoir sur le sujet quand ça vous intéresse. Historiquement, il fait foi. C'est une référence sérieuse où l'on pourra se reporter le cas échéant pour être sûr de savoir quand on n'est pas sûr de s'en souvenir. Ouais. Une lettre qu'il a écrite quand il était dans le 14e arrondissement rue Gazan. J'atteste ici que M. Vagelsi a bien été mon compagnon durant les événements qui vous sont ici relatés et qu'il a bien tout vu, ce qu'il a dit, qu'il a tout vu et qu'il a été très gentil. Et il signe défait à Paris, Coluche. Oui. Alors ça, cette lettre, il me l'a écrit à l'automne 1981, à un moment où je dois dire que c'est vrai que le mot défait lui allait assez bien. Et il avait comme c'était un homme qui était quand même un visionnaire, il m'avait dit, toi, tu feras un livre sur ce qu'on a fait, parce que de toute manière, tu dois faire un livre sur ce qu'on a fait. Il me dit, je sais pas quand tu le feras, mais à tout hasard, je te fais une préface. Et c'est marrant, cette préface, elle m'a servi 20 ans après. Et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? Coluche? Oui. J'avais 16 ans. Mes parents avaient un petit magasin de télévision dans le quartier latin. Et lui venait souvent dans le magasin de télé de mes parents, qui était une sorte de petit carrefour où les gens qui avaient envie de causer se rencontraient. Il avait beaucoup d'amitié pour mes parents. Et voilà, donc moi je le voyais assez souvent. Il avait une relation assez fréquente avec mon père. Et j'ai appris plus tard qu'il avait dit à mon père, parce que moi à l'époque j'étais vraiment un gros glandeur, que si vraiment il y avait besoin, il me ferait travailler quand je serais plus grand. Et il a tenu parole, c'est-à-dire que 4 ans après, le jour où lui commence à se lancer, il fait appel à moi et il me me dit, je vais t'apprendre un métier parce que tu sais rien foutre. C'est vrai que j'avais fait que quelques études, je ne savais rien foutre. Et j'ai commencé éclairagiste. Voilà. Le journaliste, dont j'ai oublié le nom mais le prénom, Claude, voilà, Claude, oui. dit de vous, Vagelsi, le gauchiste, enfant du quartier latin, 68 arts, et Coluche, le vengeur de la zone, était convaincu que la générosité n'était pas charitable mais révolutionnaire. Ah oui, il écrit bien, ce garçon. Mais c'est vrai que quand je lis ce qu'il a écrit, je suis d'accord. Moi, j'aurais pas su l'écrire, moi. Non, mais voilà, c'est vrai que la générosité révolutionnaire, ouais, c'est une idée, je crois, profonde et qui me paraît juste, oui. Bah oui. Donc, si on voit comment fonctionne le monde, on se rend compte que
la générosité ne semble pas être un étendard défendu par tout le monde, quoi. Donc, le parcours avec lui, vous faites plusieurs métiers. Vous êtes son chauffeur, tout, ouais. son attaché de presse, son... Non, attaché de presse, non. Même non, pas. mais non, ça, j'ai pas su le faire ou j'aurais pas eu envie de le faire. Non, j'ai fait d'abord éclairagiste. Il m'a appris ce qu'on appelle à être régisseur de spectacle pendant 5 ans. Pour apprendre, il fallait donc que je sois éclairagiste. C'est moi qui montais le matériel sur scène, qui démontais. Donc j'ai appris, si vous voulez, le théâtre. Et puis au bout de 5 ans, c'est vrai que j'avais fait une licence d'histoire, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu attiré par tout ce qui était économique, social, et tout ça, et politique. Et un jour, il me dit bon, on va faire une campagne présidentielle. T'as envie de la faire avec moi? En dehors du trac que je pouvais avoir de pas être à la hauteur, j'ai dit oui tout de suite, quoi. Et donc après, je suis devenu son secrétaire, et après, il m'a baptisé le bureau politique ambulant, pour finalement, au bout de 12 ans, m'appeler Jean-Mi la science. Voilà. Est-ce qu'il était cool avant de rentrer sur scène? Je me souviens l'avoir vu à Clermont-Ferrand. Il avait été assez odieux avec un pompier qui le faisait chier en lui disant laisse-moi faire mon. Il aimait pas les pompiers. Il aimait pas les pompiers. C'est pas qu'il aimait pas les pompiers en tant que soldat du feu, ouais. Mais il aimait pas les pompiers sur scène. Ça l'énervait. Et effectivement, plusieurs fois, et effectivement à Clermont-Ferrand, vous avez raison, je me souviens de ça. Je crois même qu'il lui a donné un coup de boule dans les pendrillons. Ouais. Ah ouais, il était un peu nerveux. C'est-à-dire que quand il devait courir pour aller sur scène, vous voyez, alors les pendrillons, je dis pour ceux qui savent pas, c'est les petits rideaux qui sont derrière le grand rideau sur une scène de théâtre. S'il y a un type qui vous bouche le passage, faut imaginer qu'un artiste a le trac, puisqu'il passe entre le noir et la lumière et le public. C'est vrai que si quelqu'un est dans le passage, il tapait. Il était des fois, il avait des petits. Ouais, voilà. ça m'avait surpris. Donc, vous voyez, on s'en est pas du tout parlé. Non, avant bah non. Puis j'avais dit, bon, il a un peu gonflé quand même. Ah oui, le pompier s'était barré sans rien dire. Quoi. Oui. Mais c'est pas qu'il en voulait aux pompiers. Ça aurait été n'importe qui. C'était pas le moment. Cela dit, je pense que tous les artistes sont pareils. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où on rentre dans la fosse au lion. Et donc, ils ont tous le trac à cet endroit-là. Oui, parce que chaque soir, il faut se remettre en. Chaque soir, il faut faire rire. C'est pas facile. Pourquoi a-t-il voulu grossir à un moment? Ça, je sais pas. Moi, si vous voulez, je l'ai toujours rencontré comme un petit peu rond. Donc, il aimait bouffer, quoi. Il adorait bouffer. Quand on allait au restaurant, il était capable de commander une côte de bœuf et demander s'il n'y avait pas une volaille avant les viandes. Il bouffait beaucoup. Il se trouvait trop mince? Et puis... Non, c'est pas le problème, c'est que il adorait les plaisirs de la vie. Et c'est vrai que la bouffe, ou alors on peut la nourriture, c'est quand même un grand plaisir. Ou alors on peut imaginer que les comiques un peu enveloppés, un peu ronds, sont peut-être. On dit qu'effectivement, il est plus facile de capter la sympathie du public quand on est rond que quand on est anguleux. C'est vrai aussi, je crois. Ouais. Alors est-ce que c'était un calcul de sa part? C'est possible, parce que c'était un homme qui était aussi très stratège sur sa propre carrière. C'est-à-dire qu'il y a tout son aspect générosité, etc. Mais si vous voulez, avant d'avoir pu être généreux et faire tout ce qu'il avait à faire, il fallait qu'il réussisse. Donc comme tout le monde, il s'est donné les moyens de réussir. Enfin, comme tout le monde, comme tous ceux qui sont mus par cette ambition. Ouais. Voilà, je veux dire, on n'est pas tous comme ça, mais lui, il l'était. L'histoire du record du monde de moto, vous l'avez vécu avec lui? C'est même moi qui l'ai organisé, ouais. Dites, comment ça s'est passé? C'était un merdier. Comment ça s'est passé? C'était... il voulait absolument faire ce record du monde sur une moto qui était une vieille moto. Il aurait pu faire le record du monde sur une moto moderne, il voulait une vieille moto. Donc on s'est mis à 2 fois pour le faire. Il a réussi à refaire la moto en question. On a fait ça dans le sud de l'Italie, à Nardo, qui est le circuit de la Fiat, qui est un circuit sur lequel vous pouvez rouler jusqu'à 400 km/h. Mais là, il a fait donc 260 km/h de moyenne sur le kilomètre départ lancé. Si je me souviens bien, sa combinaison était rouge. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Rouge et blanche, ouais. Ouais, ça fait. Bah oui, mais bon. Des mecs comme j'avais la même, il m'en avait offert, j'avais la même, j'étais fier comme toi, on avait tous les deux combinaison en cuir rouge et blanche. Le problème, c'est que je rentre plus dedans. Ces sketchs, vous en avez coécrit avec lui? Non, bien sûr que non, les sketchs... Qu'est-ce qui l'inspirait? La vie. Il observait les gens? La vie, les rencontres, la discussion avec les amis, l'actu qu'il écoutait, l'actu dont il était très très friand. Voilà, il s'inspirait de tout ce qui bouge autour de chacun d'entre nous, le monde. Donc, la création des Restos du Cœur, c'est en 1900... Alors la création des Restaurants du Cœur, c'est à l'automne 85.
Mais vous avez parlé du président. Du président à ce moment-là, c'était Mitterrand. Ouais. Mais il y a Attali aussi dans le coup. Il y a Rocard. Dans quoi? Dans le coup des Restos du Cœur? Non. Ils sont pas dans le coup. Par rapport à l'amendement, c'est-à-dire à la loi Coluche. Ouais. Bah, l'amendement, là, c'est une histoire un peu longue à raconter. On va dire que dans un premier temps, en 86, peu de temps avant sa mort, on avait obtenu la promesse de la gauche au pouvoir de faire voter l'amendement. Ensuite, c'est la droite qui a gagné. Il avait également obtenu la promesse d'Alain Juppé à l'époque, quand le gouvernement de droite est arrivé au pouvoir, de le faire. La parole n'a pas été tenue. Et ensuite, moi, pendant les 2 ans où j'étais président des Restos du Cœur, je me suis battu pour obtenir cette loi. Et à la fin, j'ai profité de la présidentielle de 88 pour faire un petit chantage, comme lui m'avait appris. Que vous avez réussi, mais Mitterrand... Que j'ai réussi. Et effectivement, ils ont tenu promesse et la loi a été votée. Jean-Michel Vagelsi, François Mitterrand ne donne pas sa parole par écrit, alors que Rocard s'engage, c'est ça. Et puis d'autres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse un petit chantage pour obtenir la parole écrite de Mitterrand. Voilà, enfin un petit chantage, hein, rien de malsain. C'était simplement le fait que j'avais obtenu d'être invité dans une émission à très grande audience, qui était à l'époque Champs-Élysées de Michel Drucker, et j'avais dit que si j'avais pas la lettre de Mitterrand dans laquelle il s'engageait à faire voter la loi, bah je le dénoncerais, quoi. Il avait fait. Et j'ai eu la lettre. Mitterrand avait fait de priorité le RMI. C'est ça. Il avait fait comme priorité le RMI, mais j'ai eu une lettre dans laquelle il dit d'accord pour la loi après le RMI. Et c'est vrai que tout ce qui avait été dit a été tenu. Et vous rencontrez des personnages assez inhabituels. Je pense à Pierre Botton, par exemple. Bah, Pierre Botton, je l'ai rencontré dans des conditions dramatiques, puisque je l'ai rencontré le jour de la mort de Coluche. Il était là-bas à Cannes, où Coluche est mort. Donc moi, quand j'ai appris sa mort, j'ai pris l'avion, je suis arrivé tout de suite avec Paul Lederman. Et j'ai rencontré Pierre Botton, je savais pas qui c'est. Vous l'aviez jamais vu? J'avais jamais vu de ma vie, j'en avais jamais non plus entendu parler. Et puis il a joué un rôle auprès de nous. On était totalement dans le désarroi. C'est lui qui a accompagné le fourgon qui transportait le corps de Coluche du Midi jusqu'à Paris. Il nous a soutenus dans ce moment-là. Mais c'est vrai que j'ai vu cet homme, je ne savais pas ni qui c'était ni pourquoi il était là. Voilà. Un jour, il vous amène d'ailleurs dans le bureau d'un ministre en exercice. Oui. Alors là, c'est quelques mois plus tard. Donc quand j'ai repris les restos. Je lui dis, bon, toi tu dis que tu connais plein de monde dans le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Chirac et Juppé. Eh ben alors si tu connais du monde, aide-moi à trouver un local pour les restos. Et il m'a amené dans le bureau de Michel Noir, qui était à l'époque ministre du Commerce extérieur, dans des conditions assez cavalières. Donc j'étais un peu choqué. Je comprenais pas comment on pouvait rentrer dans le bureau d'un ministre. Vous racontez ça dans votre livre. Ouais. Il ouvre la porte sans se présenter, il écarte tout le monde. Il dit, tiens, voilà le président des Restaurants du Cœur, faut lui trouver un local. Et moi, je savais pas quoi dire. Et puis alors le ministre lève la tête, il le jette même pas et il lui dit je vais voir ce que je peux faire. Mais bon, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de local. J'étais simplement très étonné de la manière cavalière et donc j'imagine de l'impact qu'il pouvait avoir à l'époque sur ce gouvernement, enfin de la présence qu'il pouvait y avoir, parce que je veux dire, il connaissait tout le monde du planton jusqu'au ministre et il allait où il voulait. Voilà. À la mort de Coluche dans les conditions que l'on connaît. Qui est capable de reprendre à ce moment-là les Restos du Cœur? Et il y a plusieurs personnes sur la comment dirais-je, voyez, dans la direction là pour reprendre, parce que Coluche n'étant plus là, pas facile. Bah ça a été le gros problème que je me pose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, quand Coluche meurt, avec Paul Lederman, qui n'est pas dans les Restos du Cœur, mais qui a eu un rôle très actif dans la première année des Restos du Cœur, parce que c'était quand même le producteur de Coluche et c'était, si vous voulez, dans une certaine mesure, on disait c'était notre patron, quoi. C'était celui qui nous empêchait de déconner quand on allait un peu loin. On a réuni tout le monde, tous ceux qui avaient travaillé sur Paris, m'ont élu à l'unanimité président des Restos. Et puis là, je me suis posé plein de questions parce que j'étais inconnu, il fallait que je fasse ce truc. Et comment dirais-je, à ce moment-là, il y a l'ex-femme de Coluche qui est venue me voir, que j'avais pas vu depuis des années, puisqu'ils étaient séparés depuis 6 ans, en me disant j'aimerais bien participer au resto. Bah, je lui ai dit oui, évidemment. C'était la mère de ses enfants, j'allais pas la lui refuser. Mais ils étaient quand même divorcés depuis plusieurs années avec Véronique Cantor. 6 ans, depuis 6 ans, ouais. Et puis, bah écoutez, j'ai refait ça. Et en fait, l'idée que j'ai eue, c'était de faire un collectif d'artistes qui prendraient la parole pour les restos. Parce que je pensais que personne ne pouvait rentrer, ne pouvait prendre sur les épaules un truc qui était éminemment à Coluche et puis à nous, la petite équipe qui avions fait ça, quoi. Parce que c'est vrai que c'était un esprit particulier.
Donc c'est comme ça qu'on a fait, et je pense d'ailleurs qu'ils n'ont pas trop changé le système. Sauf qu'après, il y a eu tout un tas d'histoires que je raconte dans mon bouquin sur la manière dont l'ex-femme de Coluche a pris le pouvoir, mais bon. On en reparlera un tout petit peu. Quand vous voulez, moi je suis pas je suis pas pressé non plus. Donc vous réussissez à recréer un petit peu l'équipe. Je reconstruis une équipe totalement. Ouais. Je reconstruis, si vous voulez, avec Aldo et les autres. Oui, et puis c'est surtout le fait que les restos, tout fonctionnait sur le charisme de Coluche. À partir du moment où j'ai plus Coluche avec moi, je vais être obligé de modifier le charisme par du juridisme, c'est-à-dire faire des contrats avec tous les restos de toute la France, faire un système de franchising, enfin de constituer, si vous voulez, en termes juridiques, un réseau de 700 points dans un premier temps, et de faire une charte, enfin en gros, on est obligé de devenir sérieux, quoi. Donc à partir du moment où Coluche est parti, je vais être obligé de structurer tout ça de manière très rigoureuse. Est-ce que les bénévoles qui étaient présents du vivant de Coluche ont continué aussi d'être présents après? Beaucoup d'entre eux sont restés, et au fur et à mesure, forcément, il y en a qui sont partis, parce que vous savez, le bénévolat, c'est quelque chose de très... Ça a aussi ses limites. Ça a ses limites, évidemment, puisque c'est un engagement d'une personne à un moment donné, mais dans un moment de sa vie. Il y a des moments où on ne peut pas être bénévole. Donc forcément, pour le coup, dans les associations bénévoles, il y a un très gros turnover, comme on dit. Évidemment. Bon, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est que forcément un truc aussi important que les Restos du Cœur, qui était un truc libertaire et profondément laïque, les gens qui ont une expérience dans le caritatif, à savoir les gens des religions, que ce soit les catholiques ou les protestants, ils ont lorgné dessus et ils sont rentrés massivement dans les restos. Mais surtout les catholiques. Printemps 86, c'est la naissance des Restos du Cœur. Et puis non, enfin oui, si vous voulez. Oui, enfin, la naissance est effective, réelle. Oui, c'est ça. À ce moment-là, c'est le 21 décembre 85. À ce moment-là, le premier jour de l'ouverture. Ouais. Non, mais pardon. En 86, c'est vrai que Coluche vous dit, il y a plus de 2,5 milliards sur les comptes des Restos du Cœur. On pourrait se barrer en Amérique du Sud avec ça. Ouais, oui. Alors non, sinon je l'aurais pas écrit s'il me l'avait pas dit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il me l'a pas dit pour le faire. Il me l'a dit parce qu'il a voulu me donner une leçon. C'est-à-dire qu'il a senti que j'étais quelque part. On avait réussi les restos, on travaillait à Canal+, on travaillait à Europe 1, on était dans une sorte de bonheur total. Et il a dû sentir que je devais un peu m'endormir sur mes lauriers. Et pour me mettre une claque, il m'a dit, mais attends, en même temps, c'est rien. C'est-à-dire il ne faut jamais considérer les choses comme acquises. Si vous voulez, c'était en fait une leçon de choses qu'il m'a donnée. Faut pas la prendre au premier degré, cette phrase. Il le pensait pas réellement. Bien sûr que non. Mais si vous voulez, ce qu'il voulait me faire comprendre, c'était que le cas échéant, on pouvait aussi le penser. C'est-à-dire que en gros, à mon avis, ce qu'il a voulu me dire, parce que moi ça m'a vachement choqué, c'est que peut-être que parfois une petite malhonnêteté est moins grave que le fait d'être assis sans se remettre en cause. Il voulait me dire qu'il faut toujours se remettre en cause. Mais ça, c'était sa philosophie. Il faut toujours se remettre en cause. Quand il a apporté le fameux chèque à l'abbé Pierre. Ouais. C'était de l'argent qui restait? Oui, bien sûr. Il restait, oui, je vous dis, la philosophie des restos, c'était que tout l'argent devait être dépensé pour lutter contre la misère. C'est quand même logique. On garde pas d'argent. Donc, quand à la fin de la première année, il restait 1,8 million de francs sur le compte, 1,8 million de nouveaux francs, parce que maintenant, les anciens, faut quand même oublier. Il a pris 150 briques et il a été immédiatement la porter à l'abbé Pierre. Voilà, parce que c'est normal. Il restait quand même une petite somme sur le compte. Oui, parce qu'il y avait encore des factures qui n'étaient pas payées. Il fallait quand même qu'on puisse assurer la jointure, quoi. L'accident de moto arrive, tout le monde est bouleversé. Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. La France entière est bouleversée. Ouais. Et puis, ça continue parce que vous vous sentez un peu les héritiers de Coluche en disant faut que ça continue. Est-ce que ça se passe comme ça dans votre tête, à vous? Dans ma tête, ça me paraît une évidence. À partir du moment où Coluche est parti, j'ai envie de dire qu'est-ce qui me reste de lui? Il me reste que les restos. Et le resto, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Donc pour moi, il est évident qu'il faut que je fasse tout pour que les restos ne meurent pas aussi. Si vous voulez, quelque part, pour moi, reconstruire les restos, c'est empêcher Coluche de mourir une deuxième fois, quoi. Donc j'ai mis toute mon énergie dedans. Mais c'est pas calculé, c'est quelque chose qui est spontané à un moment donné. Enfin, c'est une évidence, quoi. Quand on est frappé par un grand deuil, on veut, on veut pas que l'œuvre de celui qui est mort meure aussi. C'est forcément, voilà. Surtout une institution comme celle-là. C'était pas une institution, c'était un mouvement à l'époque. Un mouvement. Ouais. Non, j'ai volontairement employé le mot. Vous avez fait ça ça a marché, vous voyez. J'ai plongé.
Donc vous êtes élu président du conseil d'administration, c'est ça? Oui, je vais vous porter à boire. Alors, juste un peu d'eau, parce que là, un petit peu d'eau. Il fait très très chaud chez Il fait lui. chaud, hein. Ah, il fait bon. Hein. Il fait lourd. Quoique. Donc vous voilà bombardé président. Ouais. Et puis vous sentez que petit à petit c'est en train de, comment je vais dire, autour de vous, il y en a qui essaient de, comment dire, vous en parlez dans votre livre. Bah, c'est normal que quand vous faites pas l'unanimité, non, Jean-Michel. Bah évidemment que non. Je vous dis, je suis inconnu, etc. Donc je me suis immédiatement. En fait, quand je me rends compte que j'ai été élu président des Restos par ce que j'appellerais le syndrome Hugues Capet. Vous savez, le syndrome Hugues Capet, c'est-à-dire on nomme un type roi de France parce qu'on pense qu'il est tellement faible qu'on en fera ce qu'on en veut. Voilà. Donc moi, ils m'ont élu président en disant le petit là, on va en faire ce qu'on en veut. Simplement moi, si on m'élit président, bah je fais le boulot. Donc je me rends compte assez vite qu'il y a des pressions de toutes parts, parce que les Restos du Cœur, ça fait saliver plein de gens, parce qu'évidemment un truc qui a une telle image en France, tout le monde veut le récupérer. Donc je vais avoir à me bagarrer pour protéger mon bébé, quoi. C'est un réflexe aussi tout simple. Et c'est vrai que j'avais jamais été confronté à ce type de truc, puisque moi j'étais le conseiller, etc. de Coluche, donc je lui parlais dans l'oreille, et là tout d'un coup il fallait que je parle et que j'assume moi-même un pouvoir. Et ça, j'avais jamais été confronté à ça. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour l'exercer, pour l'assumer. Vous n'acceptez pas d'être sous influence? Ben non, ou alors comme disait Coluche, de tout le monde. Oui. Je veux bien être récupéré, mais par tout le monde. Ouais. Mais pas certainement pas par une tendance quelle qu'elle soit. Bah alors, non. La question qu'on s'est tous posée, hein. Merci mademoiselle pour le verre d'eau. C'est normal. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici et maintenant.com. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Vagelsi, qui a écrit ce livre qui a soulevé quelques émois dans les médias. Coluche, roi de cœur, c'est l'histoire de deux mecs qui se rencontrent et puis voilà, qui travaillent ensemble. Et puis à un moment, là, moi j'ai pas compris et sûrement parce que j'ai du mal à l'expliquer. Non. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'est venue faire Véronique Colucci? Ce qu'elle est venue faire, moi non plus, j'en sais rien. Moi, je sais qu'elle m'a demandé de rentrer dans les restos, que je lui ai dit qu'elle était la bienvenue. Je lui ai même proposé de siéger dans le bureau de l'organisation, ce qui est quand même l'instance dirigeante. Alors, quelles sont les motivations qui l'ont poussée à venir là, et quelque part aussi à travailler, parce que je peux pas dire qu'elle a pas travaillé. Mais, honnêtement, je sais pas. Et à la limite, quelque part, ça me regarde pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je m'intéresse pas aux arrière-pensées des gens. Je m'intéresse à leurs actes. Les arrière-pensées, ça me regarde pas. Ouais, on vous fait si tant est qu'il y en ait. On vous fait sentir, on vous fait remarquer que vous n'êtes même pas salarié, vous n'avez pas un flèche à ce moment-là. Ah non, là, j'ai pas un rond. Ouais. Et alors? Et vous êtes obligé d'aller pleurer auprès du trésorier pour que vos frais de déplacement soient défrayés? Oui, mais ça, en même temps, c'est plutôt sain. Le fait que je sois obligé de pleurer parce que pour moi, dans une association, il faut toujours dissocier celui qui décide de la stratégie, le président, et le trésorier. Ça évite les magouilles. Donc le fait que le trésorier, c'était lui qui est le chéquier, et que moi, quand j'ai besoin de me faire rembourser un bon d'essence parce que j'ai traversé la France, j'aille pleurer, c'est normal. Je veux dire, je m'en plains pas, c'est normal. Il faut bien effectivement différencier totalement l'argent du pouvoir, parce que sinon on a déjà vu dans l'histoire que des fois ça glisse. Vous n'avez pas senti à aucun moment, Jean-Michel Vagelsi, qu'il y avait anguille sous roche, que des personnes avaient envie de reprendre à leur compte Si, bien sûr, là vous parlez de l'ex-femme de Coluche. Oui, bien sûr que je l'ai senti, mais j'avais pas le choix. J'ai tout à fait senti ce qui était en train de se préparer. Simplement, j'avais le choix, ou alors entre prendre le risque de faire péter les Restos du Cœur, ou alors aller au bout de ce que je considérais comme ma mission, c'est-à-dire restructurer les Restos du Cœur pour qu'ils soient pérennes et obtenir le vote de la loi Coluche. Donc j'ai été au bout de ce que je considérais être ma mission. Puis après, personne n'est indispensable et il fallait que après je suis parti. Ouais. Évidemment, mais j'avais pas le choix, quoi. Personne n'est indispensable et les gens sont pleins de cimetières. Oui, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, mais des mecs comme Coluche, pardonnez-moi, pour l'instant, on est. Oui, mais lui, il était mort, donc je voulais dire qu'à part lui, personne n'était indispensable. Moi, j'avais un boulot à faire qui était indispensable, à mon avis, pendant les 2 ou 3 ans après sa mort. Il fallait reconstruire. Encore que rien ne me dit que personne n'aurait pas, enfin, il y a peut-être des gens qui l'auraient fait mieux que moi, hein, ça, j'en sais rien.
Et puis une fois que j'avais fait ça, sentant ce que les restos étaient en train de devenir par la force conjuguée du désir de l'ex-femme de Coluche de reprendre les restos à son compte et le désir des catholiques de ramener les restos dans quelque chose de plus conforme au caritatif, à un moment donné, bah voilà, fallait que je m'en aille, quoi. J'avais plus rien à faire là-dedans. Vous circulez beaucoup, vous allez voir les médias, télé, radio, etc., etc. Mhm. Les hommes de télévision restent fidèles. Je pense aux Drucker et autres. À l'époque, oui, bien sûr, ils ont. C'est notamment grâce à l'émission de Drucker dont j'ai parlé tout à l'heure que j'ai pu lire à l'antenne toutes les lettres que j'avais écrites au candidat à la présidence en 88, et c'est grâce à ce levier que ça m'a donné que j'ai pu obtenir la réponse de Mitterrand. Donc ça a été vachement utile. J'ai vraiment été aidé par eux. L'amendement Coluche, tout le monde en a entendu parler, mais ça représente quoi? C'est quoi juridiquement parlant? Alors juridiquement, dans la version, parce que je sais que la version évolue, mais en gros, ça veut dire qu'on peut retirer 60% du don qu'on fait à une association qui donne à manger. On peut retirer 60% du don directement de son impôt. Et un don plafonné à 2000 francs. Donc un exemple, si vous donnez 2000 francs au Restaurant du Cœur, vous allez pouvoir retirer de votre impôt 1200 francs. Mais non pas de votre déclaration, de votre impôt. C'est ce qu'on appelle un crédit d'impôt. C'était une des premières lois qui allait dans ce sens. Parce que normalement, les crédits d'impôt sont très 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 mal vus par les administrations fiscales. Il y a quand même des choses curieuses qui se passent après la disparition de Coluche. Il y a l'impression qu'il y a des fichiers qui sont achetés, les particuliers reçoivent des mailings, des choses comme ça. Ça se faisait pas du temps du vivant de Coluche, ça. Non, mais ni du temps du vivant de Coluche, ni à l'époque où j'étais président des Restos. Ouais. Là, ce sont des choses qui ont été décrites dans la presse dernièrement, des pratiques qui ont été décrites, qui se sont produites 5 à 6 ans après mon départ. J'ai lu ça comme vous, mais si vous voulez là-dessus, je peux rien dire. J'en sais pas dans la boîte aux lettres aussi. Hein, non, mais voilà, j'ai lu ça comme vous j'ai vu une enquête à M6 où il disait ça. J'ai lu dans la presse des papiers où il montrait qu'effectivement il semblait y avoir confusion entre des intérêts privés et l'intérêt des restos. Mais soyons clairs, aujourd'hui rien n'est avéré. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi je peux pas parler de choses que je n'ai pas vues. Voilà. Jean-Michel, on va faire une respiration musicale. Ça c'est une bonne idée. D'accord, je vous retrouve. À tout de suite. Ça va, j'ai chaud, voilà, j'ai chaud quoi. Mais je suis là. Alors il y a plein de bruits qui ont couru et nous ne sommes pas là pour porter jugement ou quoi que ce soit, simplement pour essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que vous avez tout dit dans ce livre? Oui, j'ai tout dit dans ce livre. Simplement, ce que je me suis forcé à faire, c'est à me contenter des faits, tout simplement, parce que je considère que faut chercher toujours à dissocier son propre ressenti et les faits. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de ressentis, c'est normal que je garde pour moi, mais les faits ils sont tous là, oui. Enfin, ou en tout cas ceux qui sont pas là, je l'ai pas fait exprès, quoi. Je les ai oubliés. Pourquoi le journaliste emploie ce mot « ils ont trahi Coluche » ? Bah, si on ajoute ce qui a été dit dans la presse dernièrement sur le fait qu'il y a eu quelques confusions entre les droits d'auteur que son ex-femme récupère et les restos, et d'autre part le fait que je vous dis, les principes fondateurs des restos, c'est le fait qu'ils soient ouverts à tout le monde et que l'argent soit intégralement dépensé. Si effectivement on ajoute tout ça, on se rend compte qu'il y a quand même le mot trahison. Bon, c'est lui qui l'a employé, je dirais pas le mot trahison, mais je dirais que c'est plus pareil. Voilà. L'idée fondatrice n'est plus la même. C'est plus pareil. Parce que n'empêche que c'est utile. Hein. Je vous dis, c'est toujours. Oui, on est toujours sur une ligne. On est parce que le problème, c'est qu'on a toujours tendance, quand on voit qu'il y a des choses il y a des perversions dans des choses ou qu'il y a des défauts, on a toujours tendance à tout d'un coup dire tout est pourri. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a des défauts, il y a des trucs qui sont produits qui sont pas nets que tout est pourri. Voilà, et j'essaie toujours de me battre contre cette idée du tout ou rien, c'est-à-dire c'est ou tout génial ou alors tout pourri. Bah non, c'est des fois plus nuancé que ça les choses. Il y a quand même eu beaucoup d'informations données sur différents médias. Par exemple, la création d'une société de spectacle où Véronique Cantor, Véronique Colucci touchait des commissions, des intérêts.
Oui, mais bon, elle a le droit d'avoir une activité commerciale. Ce qui est plus discutable, c'est le fait qu'il y a des moments donnés, il puisse y avoir confusion entre les activités commerciales et les activités, comment dirais-je, bénévoles. Voilà, c'est tout. Mais la confusion. Mais je veux dire, il n'y a pas. Attendez, là, je vous mettais en situation de faire son avocat, mais je veux dire, on n'est pas non plus enfin, moi, dans ce que je vois, comme vous, dans les médias, on n'est pas non plus dans le syndrome Cruz-Marie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a des choses qui sont pas nettes. J'espère qu'elles vont être stigmatisées, repérées, etc., et que tout ça va se corriger. Mais c'est pas non plus. Faut pas non plus. Voilà, il faut garder de la mesure, sur toutes ces choses. Vous étiez au courant de cette lettre, là, je l'ai sous les yeux. Vous l'aviez lue, vous l'aviez vue. Attendez, je mets mes lunettes. Regardez. Alors. Ici et maintenant, la première radio visuelle. C'est une lettre de Véronique Colucci adressée à Pierre Botton. N'en conçois aucune rancœur, je pense que tu vas perdre. C'est dommage pour ton idée, mais pas nécessairement pour ton ego. De toute façon, à certains des je comprends rien. Si jamais je sais pas de quoi il s'agit, hein. Bah quand il y a eu les problèmes avec Michel Noir. Ah. Et vous avez, ouais, j'avais jamais vu cette lettre. Bah, vous avez des trucs, vous, hein. Bah, tant qu'à faire, plutôt que de balancer de fausses informations. Oui, mais enfin bon, voilà, c'est pareil. Je suis pas il y a une lettre, on connaît pas le contexte. Voilà. Simplement, manifestement, voilà, il y a une lettre, effectivement, je reconnais l'écriture de l'ex-femme de Coluche à Botton, mais bon, voilà. Je connais pas le contexte. Quand vous démissionnez, vous démissionnez pas vraiment, on vous pousse. Oui, on me met minorité. C'est-à-dire que le conseil d'administration, il y a 14 membres. Les gens qui sont de l'Assemblée générale, ce qui est comme les statuts là-dessus, ils avaient été très difficiles à mettre en place, sont d'une paroisse qui s'appelle la paroisse Saint-Méry. Et à l'époque, la paroisse Saint-Méry a la majorité au conseil d'administration. Donc c'est l'alliance de Véronique et des gens de la paroisse Saint-Méry à l'époque qui ont considéré qu'il fallait mieux se débarrasser de moi. Bon, bah voilà, je suis parti. C'est tout. Mais ça, c'est un différent. Ouais. Attendez, ça, c'est un différent idéologique. C'est pas une malhonnêteté. C'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient radicalement contre le fait que je continue ce que Coluche avait fait dans la même idée. Eux, ils étaient sur une idée qui était beaucoup plus une idée de charité. Nous, on était sur une idée de solidarité, donc voilà, ils m'ont mis en minorité. Oui, mais pourquoi instituer des cartes, vérifier, demander des cartes d'identité ? Parce que c'est une idéologie selon laquelle on considère que la personne pauvre est malade et qu'il faut lui apprendre à vivre. C'est pas mon idée. Moi, je considère que quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est dans la merde et qui a priori les mêmes armes que j'ai pour s'en sortir. Et en tout cas, s'il lui manque d'armes, il peut les acquérir. Là, si vous voulez, c'est une idée, une sorte de condescendance. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis totalement, radicalement contre ce principe. Mais c'est une querelle idéologique. C'est pas pour autant que ces gens-là soient malhonnêtes. Il y a un mot Ou sont malhonnêtes, je sais pas, je vais faire une faute de français. Un mot à la mode, vous savez, le Premier ministre, la France d'en bas, ouais. Coluche. Venez de la France d'en bas. Ouais, c'est ce que je dis dans ma conclusion. Hein, le père Honoré d'ailleurs. Le prénom de son père, c'était Honoré. Honoré Colucci, ouais. Maçon. Oui. D'origine italienne. Oui. Maçon, pas franc-maçon. Hein. Non, on a bien dit. Maçon. En tout cas, pas à ma connaissance. Coluche fait partie de la France d'en bas jusqu'au bout, même s'il gagne beaucoup de pognon. Oui, encore que ce concept France d'en haut, France d'en bas, il peut être un peu discutable. Mais il est clair que Coluche, quel que soit le pognon qu'il ait gagné, a toujours été un représentant du peuple de France, dans toutes ses, du peuple de France, voilà. Même dans tous ses extravagances, etc. Bien sûr, mais avec tout ce que, si on regarde notre histoire, elle est riche en personnages et en mouvements dans lequel que Coluche n'aurait pas désavoué. Alors les Restos du Cœur continuent, sans vous? Bah oui, la preuve, oui. Ça vous satisfait plutôt? Non, ça va pas me satisfaire ou pas, si vous... Pardon. Michel, est-ce qu'il y a un peu d'amertume? Non. Il y en avait certainement avant d'écrire le bouquin, c'est pour ça que je l'ai fait. J'avais besoin d'écrire ce bouquin. Ce bouquin, je voulais pas l'écrire. Effectivement, j'ai mis 15 ans à le faire. Enfin, j'ai mis 15 ans à me décider. J'ai mis 1 an et demi à l'écrire. Et c'est mon fils qui m'a poussé à le faire en me disant, attends, papa, ça peut pas durer comme ça. Personne sait ce que t'as fait. On raconte des trucs sur toi parce que c'est vrai qu'ils ont raconté tout un tas de choses. À un moment donné, il faut que tu poses les choses.
il faut que tu les racontes parce que à la limite c'était presque une exigence de fils qui avait besoin que son père pose les choses. Donc c'est lui qui m'a poussé à le faire, c'est lui qui m'a posé toutes les questions qui m'ont amené à écrire, qui a structuré mes premières réponses. Et ensuite j'ai fait ce boulot. Et donc pour moi ça a été, comme disent les psys, une sorte de catharsis. D'ailleurs je suis même tombé malade quand le bouquin est sorti, tel point ça a été violent. Mais c'est comme si je m'étais libéré de quelque chose. J'avais vraiment besoin de le faire, quoi. Et la question, Jean-Michel Vagelsi, c'est qu'est-ce qui a pris aux médias, à la sortie de ce livre, de le boycotter? Bah d'abord parce que des bouquins sur Coluche, il y en a eu plein et qu'ils ont dû se dire un de plus. Hein, et je sais pas si vous aviez remarqué, mais en même temps, chez un autre éditeur est sorti Coluche, ça roule ma poule. Oui, ça c'est sorti en même temps. Ça, je pense que ça a été une sorte de contre-attaque qui a Ouais. été décidée, puisque c'est un bouquin qui a été édité à la demande de son ex-femme, de Véronique. Je l'ai sous les yeux, je les avais Ouais. demandé tous les deux en service Ouais, de presse ouais, à ce ouais. moment-là. Ouais. Donc forcément, les gens, s'ils voient un bouquin sur Coluche et un bouquin qui croit être de Coluche, ils ont tendance à acheter celui qui croit être de Coluche. Même si en l'occurrence ce bouquin, c'est des bouts de sketch qu'on a entendus ailleurs, etc. Mais bon, voilà, ça c'est comme ça. Oui, par exemple, il écrit beaucoup de politiciens montent dans les sondages parce qu'à leur stade, pour descendre, il faudrait creuser. Oui, c'est ça, c'est des bouts de chute. C'est des bouts de chute qui étaient dans les spectacles. Alors il y en a qui, voilà, c'est des bouts de chute. Alors, pas d'amertume. Ce livre, Non, plus d'amertume. ce Grâce au bouquin. Ce livre vous permet de faire de faire des mises au point sur le travail que vous avez effectué pendant 12 ans. Ouais. D'une part des mises au point, mais ça, il n'y a pas que le problème de l'ego. Il y a aussi le fait qu'il me paraissait important que les Restos du Cœur connaissent leur histoire. Parce qu'en fait, ils sont dans une sorte d'aveuglement sur leur histoire. Puisque à un moment donné, on était presque où tout le monde croyait que les Restos du Cœur avaient été fondés par les gens qui y sont actuellement, que l'ex-femme de Coluche avait été à la fondation, etc. Donc, j'avais envie de poser les choses pour que les restos savent d'où ils viennent, sur quelles idées ils ont été construits, quels étaient les principes fondateurs qui présidaient aux restos quand on les a créés, pour que peut-être un jour, les 40 000 bénévoles qui bossent au Resto du Cœur aient envie de se réapproprier les restos. Parce que c'est vrai que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a 40 000 personnes qui sont fantastiques, qui y travaillent, mais je suis pas sûr qu'ils se soient vraiment réapproprié l'outil que sont les Restos du Cœur. Donc j'ai envie qu'ils connaissent leur histoire pour pouvoir le faire. Vous parlez à un moment dans votre livre des visites que vous effectuez dans les différents points de distribution, et un jour vous rentrez dans un endroit et puis vous vous apercevez qu'il y a une pièce où il y a tous les trucs de Coluche, c'est-à-dire c'est devenu pratiquement des fans, pas des fanatiques, mais des non, fans. ça m'arrive à Libourne. À Libourne, parce que je fais des tournées pour aller regarder comment marchent les restos dans toute la France. Et c'est vrai qu'à Libourne, j'ai été vachement bien reçu. Ils m'ont fait citoyen d'honneur de la ville, etc. Et à l'arrière des restos, du local des restos, j'ai vu carrément un mausolée, quoi. Avec des petites lumières, des bougies, des photos de Coluche partout, des photos de moi, des photos de son ex-femme, etc. Et là, je reconnais que ça m'a un peu fait peur, quoi. On était dans un truc, une sorte de culte. On nous sanctifiait, quoi. Alors que ni Coluche, ni moi, ni personne, on peut être sanctifié. On est voilà. C'est pas le genre de truc qu'il aurait pas apprécié. Je pense pas. En tout cas, moi, ça m'a foutu mal à l'aise parce que je me suis dit, mais comment les mecs peuvent imaginer, comment, si vous voulez, moi, ce qui me gênait, c'était que moi, je pensais qu'on était un mouvement dans lequel on faisait tous là où on était ce qu'on pouvait, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de starisation à l'intérieur même du mouvement, et qu'on pouvait rien faire contre, en fait, parce qu'on se rend compte que tout fonctionne toujours par starisation. Vous venez de prononcer le mot que j'attendais. Ah bah, je suis content. Qu'est-ce que je gagne? Un ticket, non. Vous avez le sentiment, depuis votre éviction, bon, on va dire, on peut dire éviction, bien éviction. Sûr. Vous avez le sentiment que maintenant éviction, démission, tout ce que vous voulez, ouais. Jacon, vous savez ce qu'on dit. Vous avez le sentiment maintenant que les Restos du Cœur ne sont plus ce qu'ils étaient tout en étant utiles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas pareil, c'est autre chose, c'est utile. Mais ce que le mouvement Restos du Cœur pouvait apporter, on va dire, au mouvement social en France, une certaine manière d'aborder les choses, une certaine manière d'être quelque part une sorte de poil à gratter institutionnel, tout ça, ça a été éradiqué totalement. Voilà.
Alors qu'au départ, les Restos du Cœur sont un système, une pensée qui peut s'appliquer à plein de trucs. D'ailleurs, Coluche souhaitait l'appliquer au chômage. Moi-même, plus tard, j'ai fait un petit truc avec mes modestes moyens pour lutter contre le chômage de longue durée, avec toujours ce système. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est une institution globalement respectable, en tout cas dans lesquelles les bénévoles sont tous des gens vachement bien, qui fait un boulot, qui donne à manger, mais qui a perdu son côté, alors là, tant pis pour le mot, je vais mettre des guillemets, mais son côté révolutionnaire. Oui, mais dans Révolution, il y a aussi le mot évolution, et ça n'a pas évolué. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est pareil, je suis mal placé pour juger, mais... Parce que ce que dit Coluche, la chanson que Goldman écrit pour lui, on va vous donner à bouffer. Mais on s'est retrouvé, enfin la France s'est retrouvée avec plein de points différents. Un truc pour les bébés, un truc pour les chômeurs, un truc pour ci, un truc pour ça. C'était pas la vocation initiale des Restos du Cœur. Non, c'était pas la vocation des Restos du Cœur, encore qu'on peut pas leur en vouloir d'avoir voulu diversifier. C'est toujours le même problème, diversifier c'est bien, mais on diversifie comment et pourquoi faire? Les Restos du Cœur, quand on les a créés, ça a été un gigantesque mouvement de solidarité à travers la France. Tout le monde avait envie de filer son coup de main. Aujourd'hui, quand je regarde le reportage sur M6 sur l'action des Restos du Cœur, je vois le responsable des achats qui va au CIAL, qui est le salon de l'agroalimentaire, pour négocier au plus bas prix. Mais attendez, nous on négociait pas au plus bas prix. Je veux dire, les gens donnaient au Restaurant du Cœur. On n'allait pas acheter au prix fort. Vous voyez, c'est tout. Voilà. Donc cette notion de laquelle on se met tous ensemble pour régler un problème qui est celui de la bouffe pour les gens qui sont en situation d'avoir presque faim, eh ben ça, c'est parti. Voilà. C'est une institution. Bon. Mais il est mieux qu'il y ait cette institution que pas du tout. Mais il y a beaucoup de contrôles maintenant qui existent pour pouvoir prétendre à un repas. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est comme à la Sécu. Oui, c'est ça. Oui. Faut attendre. Faut attendre. Vous êtes reçu par un bénévole. Vous donnez tous vos papiers. Vous êtes fiché. Et on décide si, en fonction d'un quota, d'un ratio qu'on ne vous communique pas, si vous rentrez ou vous rentrez pas. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à vous demander combien vous gagnez par mois. Tout, la feuille de loyer, si vous touchez le RMI, pas le RMI, etc. Et on regarde si le chiffre auquel vous arrivez vous permet de rentrer ou vous rentrez pas. J'ai été invité il y a de ça un mois ou deux sur une autre radio, sur RMC, et il y a une dame qui téléphone, qui avait 3 enfants et qui dit voilà, moi on m'a refusé au Resto du Cœur pour 8 francs. Je gagnais 8 francs de trop. Bon, c'est sûr, quand j'entends ça, ça m'énerve. Ça vous énerve ou ça vous emmerde ou ça vous révolte? Ouais, c'est énerve. C'était un euphémisme, voilà. Ça me plaît pas, quoi. Après cette éviction, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez pas vous avez pas de pognon. Vous n'êtes pas salarié par l'association. Ah bah non, je suis président dans une association, on n'est jamais salarié. Heureusement, c'est interdit. C'est la loi de 1900. Hein, ça. Mais vous n'avez aucune activité à ce moment-là. Ah bah non, attendez, président des restos, ça me prend 15 heures par jour. Hein. Bah oui, je suis dans les ennuis, quoi. Voilà. C'est à cette époque-là, oui. Il y a quand même des amis qui restent fidèles. Bah, bien sûr. Jean-Michel Vagelsi. Ah bah oui, je manque pas d'amis. Ouais, j'ai des amis. Non mais dites-moi où vous voulez en venir là, parce que je vous vois tourner. Mais il est nulle part. Vous faites des émissions de télévision, vous travaillez avec. Ah oui. Alors après, je rencontre. Les 2D, là. Voilà, je rencontre un jeune garçon qui s'appelle Jean-Luc Delarue à l'époque, qui a 23 ans et qui débute. Et puis on va bosser pendant 10 ans ensemble. Voilà, j'ai travaillé avec lui jusqu'à 1998. Voilà, de 88 à 98. Donc j'ai fait de la télévision après, quoi. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites, votre activité? Maintenant, je suis en train de, écoutez, j'ai arrêté donc de bosser avec Jean-Luc en 98. Ensuite, j'ai écrit mon bouquin, comme ça m'a pris 1 an et demi. J'ai travaillé un petit peu sur Canal+, une émission qui s'appelait L'Appartement. Et là, je suis sur à nouveau 2 projets, un projet international que j'ai envie de monter. Un projet international et un projet en France que j'espère pouvoir faire produire. Mais ça, je peux pas en dire plus parce que pour l'instant, je suis en train de ramer pour y arriver. Dans la communication ou Non, j'ai écrit parce que si vous voulez, pendant 10 ans, j'ai fait de la télé, donc j'ai appris la télévision. Donc j'étais concepteur d'émissions de télé. Chez Delarue, j'étais directeur de la rédaction de l'émission Ça discute que j'avais contribué à fonder. Donc je finis par savoir à peu près faire de la télévision. Voilà. On demande aux auditeurs d'intervenir s'ils ont des questions à vous poser. Maman, avec plaisir. C'est le direct, hein, Jean-Michel. C'est le direct, ouais.
Voilà, vous avez la possibilité de poser plus de questions que je ne l'ai fait à Jean-Michel Vagelsi. Je vous rappelle son livre Coluche, Roi de cœur, édité aux éditions Plomb. Et je remercie au passage, comment s'appelle-t-elle, Bénédicte, de me l'avoir fait passer, parce que c'était Bénédicte Havel de chez Plomb. Très difficile d'avoir ce livre. Ah, c'est pas pourquoi, c'est mais pas bon. ma faute. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, ici et maintenant.com. Nous accueillons Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir parce que j'écoutais votre invité et concernant les Restos du Cœur, je suis assez sensibilisé à ce problème parce que je côtoie sur mon lieu de travail, enfin dans le cadre de mon travail, je côtoie pas mal de SDF. Par contre, où je trouvais, où j'aime pas trop le discours, c'est dans l'utopisme et la naïveté au niveau, parce que il faut comprendre dans les Restos du Cœur, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une structure qui distribue des repas, je sais pas si je me trompe, qui reste des repas chauds l'hiver, et même à tout temps, et par contre il y a une structure qui distribue des denrées aux familles. C'est bien ça existe toujours ça. Moi j'en sais rien si ça existe toujours. De toute manière, les Restos du Cœur, il y a pas de repas chaud normalement. Les Restos du Cœur, c'était un endroit, c'est en gros, si vous voulez, comme un supermarché, sauf qu'il est gratuit. Voilà. Mais moi ce que je connais, c'est que les élèves que je côtoie qui vont de temps en temps au Resto du Cœur, ouais. on leur sert un repas. Où ils vont. Ah, ça c'est possible qu'aujourd'hui ils aient rajouté ça, ouais, mais si vous voulez il n'y a pas de contrôle sur les revenus ou l'identité. Par contre, dans les structures où on donne des denrées ouais. pour les familles, il y a des contrôles. Et moi, je les trouve tout à fait justifiés. Moi, je vais vous expliquer mon expérience. C'est que quand j'étais gamin, j'ai côtoyé j'avais des copains et je connaissais des familles qui allaient se servir au Resto du Cœur, ouais. bien sûr, et qui étaient pas censés y aller, quoi, parce qu'elles n'étaient pas dans le besoin. Je les voyais revenir des coffres de voitures entiers de lait, de denrées et tout. Ouais. Et donc moi j'ai eu cette image-là et je me suis dit et moi j'étais pas sensibilisé par le don à cette œuvre parce que je me disais il y a une arnaque, quoi. Ah ouais, je comprends. S'ils ont été obligés de faire ça, je veux dire, pour moi ces denrées-là, elles n'allaient pas aux bonnes personnes. Alors si vous trouvez plus juste que des gens, on ouvre à tout le monde, ok. Vous savez, dans ces sociétés, c'est malheureux à dire, mais on est obligé, même dans tout ce qui est caritatif, il y aura des parasites, il y aura des gens qui n'ont pas de scrupules pour les servir. Et le problème, c'est que ces gens qui servent à la place de gens qui en ont vraiment besoin, je trouve plus honnête d'empêcher ces gens-là de se servir et de donner vraiment aux gens qui en ont besoin. Est-ce que je peux vous répondre ou vous avez pas Oui, allez-y. Bah, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a deux trucs, quoi. C'est que les gens qui, moi, j'avoue, je préfère donner à quelqu'un qui n'a pas besoin que de risquer de ne pas donner à quelqu'un qui a besoin. Voilà. Bah, donc à l'époque, attendez, à l'époque, quand moi, quand je dirigeais les restos, j'avais fait faire des études pour savoir à peu près quel était le niveau de fraude. Donc on l'avait évalué. Voilà les chiffres que j'avais à l'époque. La fraude était estimée à peu près à 5%. Donc moi je considère qu'un système qui était bon dans 95% des cas et qui, comme tous les systèmes, parce qu'il n'y a pas de système parfait, se plantait pour 5%, je préférais garder ça avec ces 5% de fraude, parce qu'au moins j'étais sûr d'un truc, c'est que j'allais pas me retrouver avec quelqu'un qui avait besoin et qui avait été foutu dehors parce qu'on se trompe. Vous savez, c'est même un principe en gros que la peine de mort. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Moi j'avoue, pour moi rien n'est plus horrible que de dire qu'on a condamné un innocent. Donc j'avoue que je préfère avoir quelqu'un qui ne mérite pas, parce qu'en plus faut pas croire, c'est qu'il y a des systèmes, j'ai envie de dire, naturels. Quand vous êtes dans la queue des Restos du Cœur, moi je me souviens très bien, quand il y avait quelqu'un qui venait et qui avait pas droit, je peux vous dire que les mecs d'à côté ils le savaient et c'était eux qui le foutaient dehors de manière autonome, on n'avait pas besoin de s'en mêler. Donc alors qu'aujourd'hui, le fait qu'on fasse un truc dans lequel les mecs doivent amener leurs papiers, ils doivent tout raconter, tout dire, et qu'en plus il y a quelqu'un qui se mette à leur place pour leur apprendre comment ils vont dépenser le peu de pognon qu'ils ont, personnellement, mais je veux dire, on a le droit de pas être en accord, moi personnellement je suis contre ça, c'est pas mon principe. Mais j'entends très bien ce que vous dites, et voilà, heureusement qu'on n'est pas tous du même avis tout le temps, quoi. Hein, ouais. Voilà mon sentiment. Ouais, mais le problème c'est que ce discours-là, je pense que il est assez mal perçu. Je pense que moi je préfère du social, du vrai, quoi, du vrai qui va vraiment où les gens ont besoin. Mais ça n'existe pas. Il y a pas de social parfait. Au même titre qu'il n'y a pas de système parfait. Ça n'existe pas. Parce que moi je
suis sûr qu'aujourd'hui, peut-être que c'est parce que c'est pas un fond un puits sans fond. Je veux dire, à moins que les revenus des Restos du Cœur soient illimités, mais il y avait bien un moment où il y avait une cagnotte, un budget, et si ce budget-là est bouffé en quelque temps parce qu'il y a un trop grand nombre, parce qu'il y a des gens qui sont. Oui, mais ça s'est jamais produit, monsieur. Oui, aujourd'hui, j'ai entendu. Aujourd'hui, là, c'est pas des chiffres que je peux garantir, puisque c'est des chiffres qui sont parus dans la presse, donc c'est plus moi le responsable, donc je peux pas les garantir. Mais quand je lis dans la presse qu'il y a une cagnotte de 40 millions d'euros d'une part et que d'autre part tout le monde n'est pas nourri, je reconnais que ça me choque. Alors cela dit, peut-être que les chiffres que j'ai lus sont faux. Mais en tout cas, quand j'ai entendu le nouveau président des Restos du Cœur dire dans une émission de télé qu'il avait plus d'1 an d'argent d'avance pour faire le boulot des restos, je préférais qu'ils nourrissent tout le monde, en tout cas tous ceux qui en ont besoin. Pas tout le monde, tous ceux qui en ont besoin. C'est ça qui me choque. Oui. Mais il n'empêche que dans tout système, vous avez raison, il faut une part de contrôle. Simplement, il y a plusieurs types de contrôle. Ou c'est un contrôle qui risque de foutre plein de gens dehors, ou c'est un contrôle qui va être plus à l'écoute des gens. Voilà. Oui. Donc moi, c'est plutôt ce deuxième-là auquel je souscris. Jean-Marie, il y a d'autres auditeurs qui attendent. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bon, voilà, au revoir Jean-Marie. Au revoir. Nous accueillons Farid. Oui, allô ? Bonjour Farid. Oui, bonjour monsieur. Moi je voudrais soulever un problème parce que quant à la générosité et au bien fondé des actions, je sais pas comment les appeler, généreuses quoi, tout simplement, pour donner à manger et à boire, comme la chanson de Coluche, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais idéologiquement, dans un pays aussi développé, aussi riche que la France, je trouve que ça aurait dû être un mouvement ponctuel, mais qui aurait dû se traduire par la suite par justement la suppression de cette misère. Alors on entretient d'une certaine manière, moi je vois ça comme ça, c'est un petit peu de la philo, on entretient une espèce de misère où on se contente, où il y a des gens généreux, mais la société, la dignité, elle est où? Lorsqu'on va faire la queue, comme ça. Bon, c'est pas mon cas, personnellement. Tu sais, quand t'as faim, la dignité, tu te la mets de côté. Non, mais attends. Non, ponctuellement, je reconnais qu'il y avait un malaise. Mais au principe, ça devrait être un mouvement politique. C'est parce que tu veux dire que ça devrait être l'État qui le fait? Absolument, parce que je trouve qu'il est anormal, dans un pays aussi riche, aussi développé que la France, avec toutes les qualités et les compétences économiques et technologiques qui existent, il est anormal que la dignité n'est pas prise en compte. Alors là, c'est là où une action ponctuelle, parce qu'un système ne fonctionne pas, c'est très normal. Moi, je serais dans la merde, je serais bien content qu'on me dépanne, hein. Mais il n'est pas normal de faire la queue pour donner à bouffer à quelqu'un dans un pays pareil. Ça, c'est un truc qui doit pas persister, qui doit pas durer, parce que c'est cautionné, c'est mettre du plâtre sur une jambe de bois, ou je sais pas comment. Ça, c'est un truc qui me dépasse, parce que je sais qu'il y a des millions et des milliards peut-être d'argent qui circulent, donc il y a de l'argent. Alors, il n'est pas normal que la dignité n'a pas de prix. Voilà, moi c'est ce côté-là qui me révolte, parce que je conteste pas votre action, parce que c'est plein de bonnes intentions, tout ce qu'on veut, hein. Mais le résultat, c'est qu'au bout du compte, il y a des histoires de magouilles sous-entendues, de notoriété, de tremplin, de se faire connaître ou tout ce qu'on veut. Donc il y a toujours une récupération volontaire ou involontaire qui est désagréable, et à ce moment-là, je crois que on vit de la misère des autres. Farid, la question, elle est où? La question, c'est que ça devrait pas exister, quoi. Tout simplement, ça devrait être ponctuel. Bon, moi, je me permets de vous dire que je suis d'accord. Voilà. Ça devrait pas exister, mais le problème, c'est que si l'État le fait pas, en tout cas, c'était le cas en 1985, puis ça n'a pas changé, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Non, mais ça, donc, il a fallu s'y coller, il a fallu le faire. On va voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne la dignité, quand j'ai parlé des principes tout à l'heure qu'on avait mis en place avec Coluche, c'était justement parce que c'était notre principale préoccupation. C'était de préserver la dignité des gens. Et pour moi, un des éléments notamment de dignité, c'est celui de l'anonymat. C'est la raison pour laquelle la notion de contrôle, où on prend les papiers des gens, me paraissait inacceptable. C'est que nous, on voulait même pas qu'il y ait des sacs Restos du Cœur, on voulait des sacs où il y a écrit Monoprix, où il y a écrit Auchan, où il y a écrit n'importe quoi. Oui, pour au maximum préserver la dignité des gens. Mais excusez-moi, monsieur. Oui, je vous en prie, allez-y. Si j'étais dans le besoin, oui, peut-être, je ne dis pas que je n'irai pas, mais j'aurais un tel mal-être de faire la queue pour avoir à bouffer, qu'à la limite, j'aurais préféré voler. Je comprends, mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui se disent, là il y a un mal-être, il y a un truc sympathique, on va me distribuer à manger parce que momentanément je suis dans la merde, passez-moi l'expression,
Et moi, c'est plutôt là-dessus. Moi, j'aurais plutôt réagi comme ça, vous voyez. Vous dites, moi, je préfère voler, mais je comprends très bien philosophiquement votre position, même si je la partage pas totalement, parce que je crois. Non, mais parce que je crois que il y a justement moyen. Il faut bien comprendre un truc, c'est que les restos du cœur, c'est pas de la charité, c'est de la récupération. Attendez, écoutez-moi, c'est de la récupération de la richesse collective. À l'époque, on les a créés, il y avait plusieurs millions de tonnes d'excédents alimentaires pour protéger les cours. Donc nous, ce qu'on a fait, on a dit, il n'est pas normal qu'il y ait des millions de tonnes d'excédents alimentaires. On va en récupérer la partie nécessaire aux gens qui ont faim, c'est-à-dire à peu près 100 ou 150 000 tonnes, et on va la donner. Et il s'agissait simplement que de la récupération. C'est pour ça que je dis que c'était libertaire. C'est de la récupération collective et légitime. Il nous appartient. J'ai envie de dire que dans un pays comme ça, le fait de manger à sa faim, c'est un droit qui nous appartient à tous. Et c'est et donc pour moi, il n'y a pas de raison de se sentir coupable d'aller faire la queue pour aller bouffer. Voilà mon sentiment. Bon, c'est tout. Voilà. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Merci Farid. Jean-Michel, vous en parlez à la fin du livre. Vous écrivez « Dès la campagne suivante, le contrôle des revenus des bénéficiaires est instauré par la direction nationale. Un système de cartes permettant de vérifier le droit d'accès à la distribution et de réglementer le nombre de repas donnés à chacun est mis en place presque partout. Le respect de l'anonymat, la distribution à la demande et le refus de suspicion de fraude sont laissés de côté. En abandonnant des principes qui tenaient tant à cœur au cœur de Coluche, ouais. Les restos se sont-ils débarrassés de l'utopie qui entravait leur développement ou de petits grains d'anarchie porteurs du mouvement? Oui. Oui, c'est là où ce mot fort employé par le journaliste, la trahison. Oui, mais vous voyez que je pose ça sous forme de question, parce qu'on pourra m'opposer que tout mouvement doit à un moment donné s'institutionnaliser avec ce que ça signifie comme éradication d'un certain nombre de principes horizontaux ou naturels. On peut m'opposer ça. Au fond, c'est vrai que je le crois pas. Au fond, moi, j'ai tendance à croire que c'est grave d'avoir abandonné ça, puisque c'est pour ça que je suis parti. Mais en même temps, je l'ai posé sous forme de question parce que je pense que le débat est ouvert. Je pense qu'il y a matière à discussion à ce sujet-là. C'est pour ça que je l'ai posé comme ça. Oui, on peut comprendre Farid dans son interrogation aussi. Alors lui, c'est la queue pour aller bouffer. On lui dit ça devrait être l'État qui le fait. Pourquoi ça continue, et en même temps, lui, il considère que d'aller faire la queue pour avoir à manger, c'est une atteinte à sa dignité. Je vous dis, je comprends sa position. Moi, je considère que non, puisque je considère que ce qui est distribué, ça nous appartient à tous. Voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut débattre, quoi. En fait, les excédents, c'était plutôt que de les foutre à la poubelle, c'était du partage, tout simplement, et redonner. Bien sûr, c'est une notion de partage. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je dis que les restos étaient un mouvement libertaire au départ, et non pas libéral. 01 45 75 44 44, 01 45 75 45 45. Nous allons faire une respiration musicale. Non, il y a David. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David. J'ai une question très courte. Qu'est-ce que votre invité pense de cette façon de penser maintenant qui consiste à critiquer les ONG, les groupes écologistes ou humanitaires dans un monde qui devient de plus en plus ultra-libéral et que les groupes financiers sont de moins en moins contrôlés, quoi. C'est tout. Alors là, c'est une question qui en fait soulève ce que je pense, c'est que je pense qu'il n'y a pas de raison que les ONG soient à l'abri de la critique à laquelle tout le monde peut être soumis. Sur-critique. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout le monde peut être soumis à la critique quand il dérape, y compris les ONG. Il n'empêche qu'effectivement, les ONG sont tout à fait et fort utiles. Et moi, j'aurais tendance à penser que les ONG seront d'autant plus utiles qu'elles seront inattaquables. Et pour être inattaquables, il faut qu'elles puissent être soumises à la critique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu. Voilà, vous avez posé une question courte, je vous fais une réponse courte, mais c'est-à-dire que on peut pas rester dans le truc dans lequel, sous prétexte que quelqu'un travaille dans l'humanitaire, c'est un mec bien. On n'en sait rien. On sait bien que ce qui fait qu'on va dans l'humanitaire, c'est plein de raisons, que l'humanitaire et que les ONG sont essentiels dans un monde globalisé dans lequel l'économique semble avoir pris un pouvoir énorme, la bille financière et l'économique à la place du politique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce contre-pouvoir des ONG est essentiel, mais c'est pas pour autant qu'on peut laisser les ONG déraper. Voilà mon sentiment. D'accord, mais est-ce que c'est pas un peu tiré sur l'ambulance, en quelque part?
Est-ce que c'est pas un peu, certainement, parce qu'on sait bien que dans ce monde médiatique dans lequel nous sommes, c'est jamais, si vous voulez, c'est toujours la parole la plus excessive qui est entendue. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui on est dans l'excessif, c'est-à-dire même tout à l'heure on parlait des trucs autour des restos du cœur qui sont pas très nets, mais alors tout de suite ça devient pourri. Non, il y a des trucs pas bien qu'il faut corriger, mais les restos du cœur ne sont pas pourris. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut, on a tendance toujours aujourd'hui à dire à où encenser ou à descendre. On n'est jamais au milieu. Or on sait bien que la vie elle est un peu plus compliquée que ça, quoi. Oui, et puis on est des êtres humains, c'est une organisation humaine avec des défauts. Voilà. Humain, faut rester dans la ligne. Voilà, mais en même temps, je suis contre qu'on se censure de dire ce qu'on pense. Ah non. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelque chose va pas dans une ONG, il faut pouvoir le dire. Parce que sinon, vous savez, une ONG, par définition, c'est un lieu de pouvoir, forcément, comme tout lieu collectif, c'est un lieu de pouvoir. Et on sait bien que les gens qui ont le pouvoir ont toujours tendance à en abuser, quoi. Ça, c'est humain, comme vous disiez. D'accord. Bon, c'est tout. Ciao. Ciao. Merci David. Jusqu'à 16h, nous sommes vous êtes en compagnie de Jean-Michel Vagelsi, ancien, comment on peut dire? Président des Restos du Cœur, ouais. Qui, un jour a été mis de côté parce qu'il n'était plus d'accord, mais en même temps, si vous aviez opté pour rester, vous trahissiez quelque part, Jean-Michel? Vous trahissiez l'idée de l'utopie? Je pouvais pas rester. C'était pas possible. Je peux pas rester, là ça je le raconte longuement dans le livre, donc permettez-moi de pas le développer ici, mais j'étais dans une telle situation où déjà la dernière année j'ai dû quasiment, si tant est que ça existe en droit associatif, agir par décret parce que j'avais des ennemis de tous les côtés à l'intérieur même des restos, que je pouvais pas rester. Ça avait pas de sens. Le journaliste dit à propos du livre, et il parle de Coluche et de cette aventure des Restos du Cœur, ces années incertaines où la générosité remplaçait l'idéologie. Oui, certainement que le premier, le premier maillon qui a remplacé l'idéologie, c'est-à-dire après leur chute dans les années 80-85, ça a été l'humanitaire, donc la générosité, ouais. Et on s'est rendu compte que la générosité en tant que telle, ça ne garantit de rien. Parce qu'en fait, c'est pas non plus la générosité, c'est quelque part aussi une idéologie. Qu'en fait, rien ne peut fonctionner correctement s'il n'est pas en situation de transparence démocratique. En tout cas, c'est ce que je crois. Bonjour Yuri. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde et particulièrement à votre invité. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je tire mon chapeau déjà moi aux personnes qui tendent vers les autres, qui essaient déjà de les sortir par les moyens. En fait, moi je voulais surtout, c'est peut-être un lieu commun de dire ça, mais Coluche nous manque un peu, quoi. Surtout dans le contexte social qu'on traverse en ce moment avec les grèves, il y aurait certainement des choses intéressantes à nous dire. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que je rejoignais un peu, et je terminerai après mon intervention par une question. Je rejoins un peu Farid, la personne qui est intervenue, à savoir que les Restos du Cœur, ça devait être ponctuel, j'en suis moi convaincu, et que institutionnaliser une action, même la plus glorieuse, la plus valorisante qui est, ne doit pas se faire dans le trop long terme, quoi. Parce que moi je ferai un parallèle avec le RMI par exemple, où ça devait être un revenu minimum d'insertion. Et c'est devenu quoi? C'est devenu un salaire, quoi. Il y a des tas de gens maintenant qui respirent, qui s'amusent à travers le RMI, quoi. Et c'est là où ça devient plus possible, quoi. On institue un truc parce que malheureusement l'idée de Coluche n'a été transmise avec la sincérité qu'il avait lui au départ. Je veux dire, on récupère souvent les idées des gens, mais pas forcément leur sincérité. Et Coluche a fait ça, je suis sûr, avec... Il y a un adage chez nous qui dit l'acte ne vaut que par son intention. Je pense que Coluche avait des intentions nobles. Et c'est ça qui manque. Il a créé, lui, les Restos du Cœur, et on en est maintenant au resto, nous, de la tête. C'est-à-dire que tout est pensé, tout est... Bon, on a sûrement besoin d'organisation, comme vous disiez tout à l'heure, de réflexion par rapport à des gens qui abusent, etc., etc. Mais le côté cœur est tombé. Et c'est là où l'idée de Coluche est partie avec lui, quoi. Et le RMI, pareil, je suppose qu'il y a des gens à la base qui instituent ça pour essayer de tendre une main aux gens, de les mettre debout.
pour qu'ils puissent après s'élever et puis devenir des individus en part entière. Mais par contre, l'attention n'y est plus, et donc on arrive, je répète, au RMI où des gens vivent et respirent à travers ça, alors que l'idée initiale n'était pas celle-là, quoi. Et la question, moi je terminerai par une question à votre invité, à savoir, est-ce que on profite justement de cette idée qu'a eu Coluche de cœur pour continuer à faire pression aux hommes politiques, où on a baissé les bras en se disant on a institutionnalisé une chose et ça devient un fonctionnement, un dérouage de notre société, quoi. Et si c'est ça, c'est dramatique. Voilà, je vous remercie. Merci Yuri pour votre question. Jean-Michel. C'est-à-dire que j'ai pas trop bien compris sa question. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Quand il dit que un mouvement, justement, ça doit pas s'institutionnaliser. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je comprends ce qu'il veut dire quand il dit que le RMI, c'était pour favoriser l'insertion et que, dans une certaine mesure, c'est pas l'insertion que ça a favorisé. J'avoue qu'en revanche, s'il est toujours à l'antenne, j'aimerais bien qu'il me précise sa question. Il est encore à l'antenne, Yuri? Non, je pense qu'il a raccroché et qu'il vous écoute. Qu'il écoute. Vous avez compris, vous, sa question? Je pense que ça rejoint un petit peu ce que dit Farid. Oui, alors il dit les restos du cœur, les restos de la tête. C'est ça, oui, bien sûr. Mais en fait, ce que la question qu'il pose, il est en train de dire un peu pourquoi j'ai démissionné. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qui devient presque un instrument étatique, qui se permet de juger les gens dans leur misère et de leur apprendre comment à sortir, etc. Et effectivement, j'ai le sentiment que une institution, quand ça devient une institution, la capacité à peser sur la société et à améliorer les choses s'émousse considérablement. On devient un outil, mais on n'a plus la capacité de bouger, de faire bouger les choses. Donc moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, et c'est effectivement ce que je regrette le plus aujourd'hui de ce que sont devenus les restos. Nous accueillons Kello. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est au sujet du DAL, le droit au logement, qui a subi pas mal de critiques, on lui reprochait... Et là, on est en train de parler des Restos du Cœur. Ah bon? Oui, vous écoutez bien la radio? Oui, non, mais je voulais avoir son avis, comme ce monsieur est quand même assez engagé, il parlait d'ONG, etc., donc... écoutez, si je peux avoir un avis, moi je suis d'accord, je vais essayer. Et si vous pouviez éteindre votre radio, ce serait encore plus confortable pour nos oreilles. Attendez, là je suis sur haut-parleur, peut-être c'est... Ah oui. Mon mari est au chômage, donc on s'est retrouvé avec près 5 000 francs par mois. Donc il faut savoir qu'un budget alimentation à deux, c'est de l'ordre de 2005 3 000 francs, donc on ne pouvait pas assurer. Donc on a été au Resto du Cœur, on nous a distribué les colis. Donc je voulais remercier les Restos du Cœur parce que ça nous a bien aidés. Pour ce que disaient les gens, pour la honte et tout ça, je trouve que c'est lamentable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de gêne, c'est de la redistribution, ce sont des surplus alimentaires. Nous, on n'était pas du tout gênés. Je voudrais aussi signaler que ce sont beaucoup des étrangers qui viennent, des Africains, des gens très pauvres, hein, mais pas des... Enfin, je veux dire, comment dire, pas des gueux. Vous voyez, des gens qui... à 3 000 francs à deux pour manger, il faut les avoir, hein. Quand il y a des gosses et tout, c'est compliqué. Si j'ai une critique à faire, c'est que on n'a pas tellement bien mangé parce que nous, on est végétariens et que c'est beaucoup des boîtes avec des cassoulets, des choucroutes, beaucoup de chocolat. Moi, j'ai trouvé que c'était pas très équilibré du point de vue alimentaire. Pas de légumes, pas de fruits, pas de vitamines. De la viande très rarement, nous ça nous gênait pas, du poisson quasiment pas, vous voyez, mais c'est vraiment, il faut que les gens comprennent, pour ce qui est des distributions de colis, que c'est vraiment, quand on en est là, c'est que vraiment on n'a plus rien, quoi. Je dis comment dire, oui, il n'y a pas à rougir de ça, c'est pas du luxe, c'est pas, c'est des surplus, c'est, je veux dire, même des choses peut-être pas forcément nécessaires, le chocolat, les yaourts ou je sais pas quoi, vous voyez, c'est pas... je suis un peu choquée par ces gens qui disent je préférerais voler tout ça. Non, il n'y a pas de honte à être pauvre. Je veux dire, c'est pas un vice. Ça peut arriver. Nous, on est au chômage. Voilà. Je sais pas s'il y a autre chose que je veux dire. Je voulais rendre hommage à Coluche, quoi. Je trouve que cette idée libertaire, moi, je m'y reconnais. Les contrôles, tout ça, ça fait chier. Nous, on a eu de la chance parce que mon mari, il a été directement dans un centre de distribution. Il a été avec sa fille acédique. Ils ont vu sa mille. On n'est pas passé par le bureau d'aide sociale. Normalement, effectivement, on aurait dû faire tout un circuit compliqué, assez chiant. Parce que on est déjà pauvre, c'est pas facile. Et on vous demande de vous justifier, tatati, tatata. Des conneries. Et je trouve que, je sais pas,
il y a un côté nihiliste chez tout le monde, il n'y a pas de honte à manquer à un moment. Il y a des Africains, il y a des Maghrébins, il y a des Roumains, des Russes, tout ça, des gens qui arrivent, qui ont rien. Les loyers, nous on est dans le 18e, ça coûte la peau du cul. Enfin, je veux dire, il faut bien payer, hein. Non, il faut pas voler, il faut pas rougir Enfin voilà, je sais pas si... En fait, vous réagissez à ce qu'a dit le monsieur sur quand il a dit que pour lui c'était une atteinte à sa dignité, qu'il préférait voler. Oui. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça m'a gêné quand il a dit ça. Bon, c'est vrai que quand j'y suis allée, j'ai bien vu que les gens qui distribuaient, bon, je les situe catholiques, voyez, un peu petit bourgeois. Ouais, mais enfin, il y en a, hein. Oui, non, et mais puis il en faut, enfin le contraire, comme on veut. Je vois bien d'où ça part, c'est-à-dire il y a de la commisération, de la compassion. Bon, ben pourquoi pas? Ben bien sûr. Pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas. Je trouve qu'il y a du gâchis partout. Effectivement, on devrait redistribuer. Qu'il y ait de l'arnaque. Et alors, je veux dire, et les mecs qui volent à Elf et tout ça, je veux dire, c'est des milliards. Bon, que de types volent des boîtes de cassoulet, qu'est-ce que vous voulez que ça foute? Et si les gens veulent s'arranger comme ça, c'est eux qui sont pas dignes, c'est leur affaire. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais c'est vrai que le fait que ça devienne institutionnalisé, là, ça pose problème. Peut-être, comme vous dites, ça émousse quelque chose. Parce que si tous... Oui, mais enfin, comme vous avez dit aussi, heureusement que ça existe. Parce que quand vous avez eu les colis dont vous aviez besoin avec votre mari, bon, bah voilà. Bah moi, écoutez, je me sens 100% d'accord avec ce que vous dites. C'est pour ça que j'appelle, parce que... Bah voilà, je suis content, on est au moins deux être d'accord. Hein. Je trouve que Coluche, il manque, effectivement, et ce côté libertaire, il faut pas le perdre, quoi. Enfin bon, ça, c'est presque perdu maintenant. Mais c'est de ce côté-là qu'il faut réfléchir. Pas du côté du social, de la pitié, tout ça. Il y a des surplus. Nous, mon mari est musicien. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Vous voyez, ça peut arriver à n'importe qui. Il y a un moment où on n'a pas de boulot, ou je ne sais pas. Enfin, il faut que tout le monde prenne ça en charge en disant c'est pas honteux, on tend pas la main. Enfin, je veux dire, c'est pas gênant. Voilà. Merci pour votre témoignage, Alice. Je vous en prie. Merci, au revoir. Ça va, vous en êtes sorti, tout va bien? Oui, tout va bien, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, Jean-Michel, vous écrivez, de son vivant, Coluche ne faisait pas l'unanimité, il s'en est approché pendant une année, la dernière année de sa vie. Mort, il est devenu une sorte de héros national, un saint laïque, presque un mythe. On retient de lui les restaurants du cœur, son humour, sa manière unique de dire le vrai et ses prises de position radicales sur la liberté des mœurs. C'est réducteur. Coluche était aussi un politique. Un des rares hommes du XXe siècle, en France, capable de rassembler tout le monde sur des objectifs qui dépassent les clivages partisans. Oui. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous voulez que vous dites? Non, parce que là, vous voyez, j'ai mis 3 semaines à l'écrire à la conclusion, donc en 2 minutes, je vais pas vous faire aussi bien. Hein. Mais c'est effectivement ça que je pense. C'est qu'on a laissé, quelque part, on a laissé une partie de Coluche de côté pour mythifier le saltimbanque distributeur. Mais c'était beaucoup plus complexe que ça, plus profond. Et je pense que ça a été un grand politique au sens que je donne au mot politique. Politique, ça veut pas dire politicien. C'est dire un homme qui a une vision de l'organisation de la société dans laquelle il vit et qui a une vision sur le monde. Voilà. Pour moi, c'était ça, ouais. Une phrase de Coluche, les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, c'est Coluche. Bonjour, Charles. Bonjour. Ma question va vous paraître peut-être un peu bête, mais... Il n'y a pas de question bête, Charles. Il y a des fois des réponses bêtes, mais des questions bêtes, c'est rare. Je vais quand même la poser. Donc, Madame Colucci, on a du vécu de Coluche, que son âme repose en paix, on n'a jamais entendu parler d'elle. Ni d'elle, ni de ses enfants. Et là, soudain, juste après son décès, elle défile sur les plateaux de télé, son fils qui défile sur Canal+. Et donc, elle crée une société, et par ce biais-là, elle s'enrichit, alors que lui, il est mort, je m'excuse de le dire, il est mort endetté. Ah oui. Alors, c'était un moyen pour eux de s'enrichir par ce canal. Comment? Est-ce que c'était un moyen pour la famille Colucci de se refaire une santé? J'en sais rien, moi. Il n'aura pas laissé ça en tant qu'héritage. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Je vous dis, j'en sais rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand moi, je me suis retrouvé, donc après sa mort, à la tête des Restos du Cœur et que son ex-femme est venue me voir en me disant je voudrais t'aider, bah j'allais pas lui refuser. Je lui ai dit oui. Alors mais bon, aujourd'hui on me dit t'as eu tort. Non, je pouvais pas savoir que les choses dont on parle, et je vous dis, qui ne sont pas encore avérées, donc faut pas condamner les gens avant qu'ils soient condamnés, hein, il y a la présomption d'innocence. Je pouvais pas savoir, en tout cas, que je m'entendrais pas avec cette personne et qu'elle aurait ce caractère. Mais voilà, quoi, alors quant à ses motivations, bah, j'en sais rien.
pas plus que vous. Et quelque part, j'ai envie de dire que ça peut vous paraître choquant, mais je m'en fous, quoi. L'important, c'est qu'aujourd'hui, enfin moi là, j'ai fait ce que j'ai cru bon de faire en reconstruisant les restos et en me battant pour que la loi soit votée. Je suis heureux que les restos existent toujours et qu'il y a des gens que ça dépanne. Pour le reste, voilà, on rentre dans des choses dans lesquelles moi j'ai pas envie de pénétrer, quoi. C'est aller juger l'âme des autres, j'en sais rien, quoi. Non, mais vous aurez pu quand même sentir venir. Mais oui, j'ai senti venir au bout de quelques mois, mais en même temps, je vous dis, moi j'avais une mission à remplir. Voilà, quoi. C'était, vous savez, quand les gens ont envie d'aider, ils aident. S'il fallait aller puiser pour être sûr que chacun est bien sincère, on n'arrive jamais à savoir. Hein, on peut pas connaître la sincérité des gens. Tout à fait. Voilà. Alors vous avez été berné. Berné, je peux même pas dire le mot. C'est peut-être, j'en sais rien. Là, vous voyez, peut-être que j'ai été berné, peut-être que j'ai été naïf, et peut-être aussi que je n'avais pas le choix aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, je vous dis franchement, je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Et je me permets même de dire que j'en suis fier. J'ai fait ce que je croyais juste de faire. Voilà. Bon. Mais c'est peut-être un peu prétentieux, hein, ce que je dis. Excusez-moi. De toute façon, je dis comme je le ressens. Hein. C'est pas question de faire de l'autosuffisance, mais bon, de toute façon, je vous tire mon chapeau, hein, parce que vous étiez donc au départ. Ouais. Et ça partait d'un bon sentiment au départ, et puis ça a pris une évolution, et ça a pris une autre dimension qui plaît pas oui, mais n'oubliez quand même pas que ça existe et qu'il y a quand même à peu près 500 000 personnes chaque année en France qui y vont. Et ça, faut pas le jeter non plus. Non, vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours bon que ça existe. Voilà. Je rejette pas ça. Voilà, on est d'accord. Je vous remercie pour votre réponse. Bah écoutez, je vous en prie. Au revoir. Vous parliez tout à l'heure, vous écrivez à propos de Coluche, un homme politique, mais bon, il a bien su, on peut le dire maintenant, il a su jouer avec, que ce soit avec Mitterrand, avec Chirac, avec Giscard d'Estaing. Non, il l'a jamais rencontré. Il l'a jamais rencontré. Non. Même quand il était pas président. Non, il l'a jamais rencontré. Mais par contre, avec Mitterrand et Giscard d'Estaing, il entretenait des relations. Ouais, des bonnes relations. Des bonnes relations. Ouais, je pense qu'il y avait une sorte un petit peu de fascination réciproque. C'est-à-dire que des hommes comme Mitterrand ou Giscard étaient quand même complètement fascinés par un homme qui avait été capable d'être aussi populaire. Et impopulaire en même temps. Et impopulaire, mais en même temps qui était capable d'être, si vous voulez, de générer autant de mouvements. Et lui était complètement un peu snobé devant la puissance intellectuelle que sont ces hommes. C'est vrai que moi, avec lui, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Mitterrand. Je vous dis franchement que voilà, quand on déjeuner avec cet homme-là, on s'en rappelle toute sa vie, quoi. C'est des puissances intellectuelles qu'on rencontre rarement, quand même. Vous avez aussi suivi Coluche pendant sa campagne politique. Ah oui, Coluche président. Oui, bien sûr. Les affiches et tout ça. Ouais. La campagne présidentielle, là, ça a été le premier acte, si vous voulez. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, et c'est normal, c'est qu'entre la campagne de présidentielle de 81, qui s'est terminée en autre boudin, faut bien le dire, et les Restos du Cœur, il y a un lien. Il a senti qu'il avait été un peu trop loin à ce moment-là, ou... C'est pas qu'il a été trop loin, c'est que lui-même était vraiment à l'époque, c'était justement l'époque de sa rupture avec sa femme, il pétait un peu les plombs, il voulait arrêter le music hall, en même temps il y a eu les menaces de mort, en même temps, enfin on a vécu des trucs vraiment très 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 forts. Donc il y a eu un petit pétage de plomb, ouais. Mais quand même la campagne présidentielle, c'est là quelque part. Ah, il y a un portable qui sonne. Sans importance. C'est sans importance. Bon, en même temps, c'est le portable marche. Le portable marche, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, là, je sais plus où j'en étais, excusez-moi. Oui, quand à 81, il a commencé de péter les plombs, vous disiez. Non, c'est pas ça que je disais. Je disais qu'il y a un lien entre les restos et la campagne présidentielle de 81. Dans les deux cas, c'est bien réussir à ramener une partie de la population dans le jeu. Une partie de la population exclue. Alors en 80, c'est de ramener les abstentionnistes, enfin tous ceux qui sont écartés du système politique, de les ramener dans le jeu de la politique. Et en 85, il s'agit de ramener ceux qui n'ont pas à bouffer dans la société. C'est toujours la même idée. C'est rassembler au lieu d'accepter l'exclusion, qu'elle soit une exclusion sociale ou une exclusion politique. Nous accueillons Mireille, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel. Bonjour Mireille. Oui, Michel qui dit que il préfère la solidarité et non la charité. Il estime que les Restos du Cœur, c'est plus la solidarité. Moi, je ne trouve pas, c'est de la charité. Quant à deux précédents auditeurs... Non mais Mireille, pardonnez-moi, ils sont... Ça va être rapide, ils sont pas là pour répondre.
Donc, dites ce que vous avez envie de dire, mais parlez oui, d'auditeurs qui ne sont plus là. Je suis d'accord pour un auditeur qui a dit que c'est mettre un plâtre sur une jambe de bois ou bien faire le rapprochement avec le dalle. C'est se moquer du monde et la misère sociale continue toujours. Je conseille à Jean-Michel, s'il veut vraiment faire de la solidarité, d'entrer en contact avec la revue La Grande Relève, qui existe depuis 1935, Jacques Dubois, qui est à l'origine des théories sur l'économie distributive. La Grande Relève vers la démocratie d'une économie de répartition, et la citation de Victor Hugo, vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée. Et justement, l'économie distributive, proposée par Jacques Dubois, est la conséquence logique des progrès de la science. Il s'agit de mettre fin au paradoxe de l'homme inventant une machine pour travailler à sa place, mais qui ne travaille pas pour lui. En résumé, tout ce qui est utile, matériellement et écologiquement possible, l'est financièrement. Tous les citoyens reçoivent un pouvoir d'achat dont la masse totale correspond aux biens et services disponibles. Ce revenu social est versé en monnaie de consommation et permet aux consommateurs de choisir ses achats. Cette réforme fiscale rend inutile tout impôt. La production n'est pas dirigée, mais les efforts sont orchestrés en vue d'obtenir le plus grand rendement possible avec le minimum de peine, le travail humain nécessaire pour assurer tant les services publics que la pérennité de la production, y compris l'entretien de l'équipement, son extension et ses perfectionnements, revêt la forme d'un service social accompli par roulement. Ce système économique ne fait disparaître aucun de nos droits politiques, mais il les complète de droits économiques sans lesquels ils n'ont pas de sens. Car pour vivre libre, il faut avoir de quoi vivre. Alors, je vais vous donner le site internet, si vous voulez, de Jacqueline Dubois, qui est la fille de Jacques Dubois. C'est la fille de Jacques Dubois. Oui, Dubois. Jacques Dubois qui a été député. Non, mais je sais qui c'est. Je connais Jacques Dubois. Oh, bah c'est très bien. Bah non seulement je sais qui c'est, mais je vous dis en confidence que quand nous avons créé les Restos du Cœur, Coluche avait dans la tête les théories de Jacques Dubois. Je m'en doute. Voilà. Je m'en doute. Donc c'est vrai que quand je dis que les Restos du Cœur sont au départ un mouvement libertaire et distributif, c'est pas par hasard que j'emploie le mot distributif. Je m'en doutais. Voilà. Alors donc malgré tout, je peux donner le site internet. Si vous voulez vous faire une pub au site internet, vous avez raison, bien sûr, faites-le. Alors le site internet. Lentement. Oui. http://perso.vanadou.fr/grande.relève/. Éventuellement le numéro de téléphone 01 30 71 58 04, où il y a la permanence téléphonique les lundis et mardis de 15h à 18h, et éventuellement on peut demander un numéro gratuit. Voilà, alors Jean-Michel, ayez le courage, engagez-vous pour parler justement d'une vraie solidarité. Bon ben d'accord, je vais consulter. Social garanti pour tous. Voilà, je vais consulter votre site et puis voilà, je vais lire et puis ensuite que tout le monde participe à la production, au service. Ouais. Voilà. Merci Mireille. Merci Mireille, au revoir. Nous accueillons Ralph. Bonjour. Oui, bonjour. On vous entend mal, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Oui, non, je dis bonjour et puis je dis simplement bon, moi, qu'est-ce que je garde, moi, de Coluche, et je pense comme des millions de Français, et puis des Restos du Cœur, c'est que, bon, d'abord, c'est un monsieur qui nous a beaucoup amusés, c'était un grand acteur, et puis, en plus de ça, c'était un grand homme de cœur. Alors, voilà, et moi, je dis que le monsieur que vous avez invité, je crois que c'est un mec très bien. Les gens qui ont suivi Coluche et qui ont travaillé avec lui sont des gens très bien. Et puis j'ai beaucoup de mal quand j'entends des gens émettre des critiques sur ce que c'est devenu. Est-ce qu'il y aurait D'abord, c'est très grave de lancer des accusations comme on en lance sur la femme de Coluche. Moi j'en sais rien. Bon, d'autre part, il faut rien regretter. Et puis en attendant, comme on dit, de faire la révolution, il y a des gens qui crèvent de faim et je trouve que c'est formidable que ça existe encore. C'est du bon sens. Les gens qui qui théorisent en disant ouais bon finalement c'est resté dans le paysage social, économique, politique, c'est devenu quelque chose, donc finalement on continue, que c'était pas ça la volonté de Coluche. Moi j'en sais rien, hein. Je veux dire qu'il est en même temps très 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 lucide. Je crois pas qu'il avait l'envergure d'un politique, mais en tout cas il faisait de la politique. Je veux dire son coup de se présenter aux élections, je sais pas si Coluche aurait été au bout de ce désir ou de cette campagne, mais en tout cas il a fait quelque chose de concret. Et quant à tous les détracteurs, moi je pense qu'il faut les laisser aboyer.
c'est bien que ça existe encore, et tant mieux que ça existe encore, et que moi je ne crois pas du tout que brusquement demain on va avoir la révolution, à moins de rêver comme tous les Laguillet et compagnie, et puis on a vu, ça a été essayé ailleurs, cette fameuse révolution rouge qui a amené qu'une catastrophe économique. Alors en attendant, je dis pas que le système dans lequel nous vivons est parfait, je trouve que c'est formidable que les Restos du Cœur existent encore, et que parce que c'était Coluche, il a obtenu un certain nombre de choses, et je dis bravo au monsieur que vous avez invité, parce qu'il ne faut pas du tout qu'il regrette d'avoir travaillé comme il a travaillé. Et puis moi je vois, moi j'habite en plein centre de Paris, des fois je rentre le soir, je vois tous ces bénévoles, moi je vous jure, j'ai limite des larmes aux yeux, je me dis vraiment c'est des gens bien, et il faut pas commencer à leur poser des questions, est-ce que vous êtes lucide, est-ce qu'il y a des trafics, il n'y a pas de trafic, il y a des gens formidables qui font ce travail et qui le font très très bien, et je crois qu'on ne peut que les encourager, voilà, j'ai envie d'être positif. Merci Ralph. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons Paul. Paul. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, je suis à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, oui. Ah d'accord. Voilà, je voulais intervenir juste parce que là je suis dans une cabine qui marche pas très bien. Vous m'entendez ? On vous entend bien, oui. Ah ben ok. Je voulais intervenir à propos de Coluche et des Restos du Cœur. Moi c'est bien le sujet, hein. Je suis dans le sujet. Le sujet sur surtout le livre qui a été très contesté de Jean-Michel Vagelsi, compagnon de route de Coluche, à qui les médias ont reproché d'écrire certaines choses, quoi. C'est tout. Vous pouvez me parler un tout petit peu plus fort ? Comme ça, vous m'entendez mieux ? Oui, comme ça, oui. Ouais. C'est une question c'est le fil là qui déconne, oui. Oui. Enfin, quelle question vous voudriez poser à Jean-Michel ? Ben moi en fait ce que je voulais dire c'est ce que moi j'en ai retenu des Restos du Cœur, oui. Et de la part de Coluche quoi, c'est que c'était pas un truc qui devait durer. Il disait plus vite ce sera fini, et qu'on n'ait pas à le faire tous les ans. Maintenant son livre je l'ai pas lu, donc je suis peut-être hors sujet quoi par rapport à l'émission, mais je tenais à dire ça. Je rejoignais le côté d'un intervenant, Farid, c'est ça ? Allô ? Oui, on est là, vous écoute. Farid qui disait que en fait, oui, c'est à l'État de prendre en charge les gens qui sont dans le besoin. Moi, je fais particulièrement je fais partie des gens qui sont dans le besoin, quoi. J'ai dormi dans la rue, j'ai pas mangé, j'avais pas de thunes, quoi. Donc, ouais, trouver les Restos du Cœur, pour moi c'était pas manger, enfin c'était pas voler quoi, c'était pas piquer quelque chose quoi, c'était pas forcément un dû, ouais, c'est chouette quoi, c'était heureusement qu'il y avait ça me permettait d'avoir un colis de quoi pouvoir manger, de quoi pouvoir me nourrir sans demander la lune quoi. Et ce que j'ai retenu de Coluche, quand je sais qu'il a fait des petits bouquins et je les ai lus quoi. Et en fait, il disait que en fait lui, c'était passé sous, c'était une loi pratiquement une loi quoi. Sur le Restos du Cœur, lui, ce qu'il voulait, c'est que ça dure pas quoi, cette histoire. On est d'accord C'est vrai. Il voulait pas que ça dure, bien sûr. Il voulait pas que ça dure, il voulait que justement ce genre de misère soit un peu résorbé, ou ce soit bien sûr, c'était où ce soit un peu mieux géré quoi. Bien sûr, c'était une action. Là, je viens encore de passer devant quelqu'un qui doit repartir. Pour moi, ma situation va mieux aujourd'hui. Là, à l'heure où je vous parle, elle va mieux quoi. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé pour trouver quelque chose, et au fur et à mesure du temps là, d'ici quelques mois, ça va pour moi ça se résorbe. Mais c'est pas le cas de tout le monde quoi. C'est le cas de milliers de personnes qui bouffent pas, qui sont dehors, qui sont sous les moins 15. Moi j'y étais, enfin quand il a fait super froid là. Si on bouffe pas, en plus on dort dehors, déjà dormir dehors c'est la jungle. C'est-à-dire qu'on dort que d'un œil. Alors dormir c'est important, avoir son temps de sommeil quoi. C'est hyper important juste pour un être humain. Et la bonne des choses, c'est après de pouvoir manger un petit peu. Ralph, voilà. vous m'entendez là? Oui, là j'entends. On va arriver bientôt à la fin de cette partie de. Oui, excusez-moi. Enfin, je tenais à dire ça quoi. Ouais. Je tenais à dire que
que ce qu'il avait créé c'était bien, mais je tenais aussi à dire que ce qu'il avait dit c'était il voulait pas que ça dure quoi. Après toutes les histoires de magouille qu'il y a autour ou truc machin, ça c'est pas trop mon problème. Lui je sais quand il est parti, quand il est mort, il a laissé ça comme ça quoi. Mais lui il voulait pas que ça passe quoi. Enfin il voulait pas que ça perdure. En tout cas c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que je suis parti. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est parti si tôt. Voilà, lui il est parti et voilà. Enfin c'est peut-être pour ça qu'il est décédé aussi quoi, parce que non, je pense pas que ce soit pour ça qu'il est décédé. À 41 balais, il avait pas. Non, à mon avis, il avait encore des trucs à faire. Ouais, c'est pour un camion, ouais, mais ça, c'est l'histoire, quoi. Ouais. Merci pour votre appel, Raph. Mais bon, je pense pas qu'il voulait que ce soit un truc qui dure, quoi. Et ça, il l'a dit, quoi. Il l'a dit, ça a été écrit, quoi. Donc voilà, je tenais à apporter mon témoignage et puis voilà, quoi, un peu de ce que moi j'ai vécu, quoi. Merci pour votre appel. Merci. Je vous remercie et puis je vous dis bonne continuité quoi. Au revoir. Au revoir. Jean-Michel Vagelsi, oui. on va se séparer. Là, la vie continue, l'émission aussi, ici et maintenant. Dans votre livre, juste pour rappel comme ça, avis à la population, Coluche candidat. Vous vous rappelez de cette oui, lettre? J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Ouais. Il était vraiment dans la provoque, là. Non, c'est bien ça. C'est ce qu'il ressentait. C'est bien l'appel aux exclus de la société, aux exclus politiques de la société de 1980, qui, si on s'en souvient, est une société très verrouillée. Mmh. Donc, je vous dis, c'est la campagne présidentielle, c'est ramener un certain nombre d'exclus, on va dire mentaux de la société, et 85, c'est ramener les exclus économiques dans quelque chose où ils pourront également participer et de la richesse collective et manger avec. On est toujours dans la même idée. Dans ce livre que vous avez écrit, Coluche, Roi de cœur, il n'y a pas de jugement porté par vous. Je pense que les médias les médias s'en sont emparés pour faire encore un petit peu la une, vous voyez, comme ça se passe souvent d'ailleurs. Ouais. Ce livre, j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment, en l'ayant lu attentivement, que c'est une partie de votre vie que vous avez couché sur oui, le papier. c'est ça. Et puis à un moment, vous n'étiez plus d'accord, Oui, voilà, il fallait que je pose cette partie de ma vie sur le papier. Voilà, il fallait que je le fasse. Ce livre, je vous dis, voilà, il y a des gens qui le lisent, des gens qui m'appellent, des gens qui m'écrivent. Ça me touche beaucoup. Bon, qu'il y ait pas eu de campagne médiatique dessus parce qu'il y a eu des intérêts, etc. Autres qui sont rentrés dedans. Je dirais pas que je m'en fous, mais à la limite, c'est pas loin, quoi. Pour moi, c'était l'important, c'était qu'il soit écrit, quoi, et que ça vive. Voilà. Jean-Michel Vagelsi, merci. Je vous rappelle le titre de votre livre, Coluche, Roi de cœur. C'est aux éditions Plomb. Et on apprend sur Coluche beaucoup de choses, pas de choses, j'aime pas ce mot-là, mais des trucs très intimes avec lui, des moments que vous avez partagés. Et il n'y a que vous qui pouviez écrire ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Au revoir. Au revoir.